Et moi, avec mon vélo, je tourne comme ça, sans regarder derrière, et j'ai une voiture qui m'a percuté de plein fouet, qui n'a même pas freiné. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience de mort imminente. Ouais. Est-ce que ça t'a retiré la peur de la mort après? Oui, que le cerveau ne perçoit pas la réalité, ne perçoit que ses propres projections. Est-ce que je porte de l'attention sur la connexion aux autres, à la joie, au partage, ou est-ce que je pose mon attention sur Netflix, le paquet de chips et Trump? J'ai un ami qui m'a dit, il y a deux façons de planter une boîte, ou d'avoir trop de clients ou pas assez. Mais moi, j'en ai eu trop rapidement. La formation était vendue 100 euros. Et là, il y a 5000 personnes qui ont pris cette formation en ligne. Donc t'as fait 500 000. Ouais. Salut Cyril, tu es ostéopathe et formateur, ostéothérapeute, pardon. C'est pas exactement la même chose. Tu as accompagné plus de 12 000 personnes dans ton activité et tu as fondé ta propre méthode qui s'appelle la méthode Béchac, donc qui porte ton nom. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement, nous dire un petit peu qui tu es? Coucou Emilio, ça me fait plaisir d'être là parmi vous et c'est super excitant de partager sur ces sujets-là. Alors oui, j'ai développé une méthode qui s'appelle l'ostéothérapie tissulaire réflexe. Et en fait, c'est une technique qui s'appuie sur des techniques de reboutement qui sont connues depuis très longtemps. Parce que moi, j'ai une formation en ostéopathie, mais crânienne, mais le diplôme que j'ai n'est pas reconnu en France. Il y a une reconnaissance européenne, mais c'est pas harmonisé l'ostéopathie en Europe. Donc mon diplôme d'ostéo euh, que j'ai passé en France, ce diplôme-là n'a pas de reconnaissance d'État. Donc en fait, j'ai développé ma propre méthode, mais qui se base sur des techniques douces. Hein. On ne fait pas, c'est pas des techniques qu'on va faire craquer. Donc c'est de la thérapie manuelle au sens propre qui mélange de la thérapie manuelle, de la médecine traditionnelle chinoise, de l'hypnose, des choses comme ça. J'ai commencé à transmettre fin 2016 et j'ai accompagné un peu plus de 14 000 personnes. Ouais, ça fait, ouais, c'est un peu bizarre mais de dire ça. Mais je suis un amoureux du processus et pas du résultat. Et alors avec des formations en ligne et en présentiel. Donc j'ai un centre de formation aujourd'hui. Voilà, et je commence à exporter ça parce que je vais en Belgique dans un mois. Je suis allé en Italie pour former. Donc il y a des praticiens de santé qui s'intéressent un peu à mon approche un peu particulière. Ouais. Ok. Alors au tout début de ton parcours à toi, tu as eu une expérience vraiment atypique. Tu as fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors le contexte de ça, parce que comment c'est arrivé, mon père était médecin et il a donné sa vie au sens propre comme au sens figuré pour ses patients, puisqu'il est décédé d'un arrêt cardiaque à 43 ans et c'était il y a pas longtemps, c'était le 25 février 88. Et il a vraiment, ouais, c'était un homme qui était, tu sais, les médecins à l'époque, quoi, de campagne. Donc, tu l'appelais à 3 heures du matin, il se levait, il partait à 6 heures, il revenait à 22 heures. Donc, j'ai peu vu mon père pendant ma période d'enfance. Il prenait 2 semaines de vacances par an et tous les soirs, il appelait tous ses patients dans les cabines téléphoniques à l'époque, il n'y avait pas le portable, pour prendre de leurs nouvelles. Et en fait, moi, j'allais avoir 17 ans parce que je suis né au mois de mars. Et ça m'a amené beaucoup de colère et beaucoup de colère contre la vie et de l'injustice, tu vois. Alors j'irais de la colère contre le barbu là-haut, contre quelque chose de plus haut, et une injustice de la vie naturelle parce que tu dis comment t'as des tueurs en série machin qui sont toujours en vie et t'as un homme qui a donné sa vie pour soigner les gens et qui part quoi. Tu vois cette injustice-là. Il a trop travaillé, il a fait un burn-out, qu'est-ce qui s'est passé? Non, arrêt cardiaque. Hein. Il est rentré d'un congrès de médecins le soir à 22 heures et il a dit à ma mère, j'ai une douleur dans le dos et puis il est tombé direct. Et il n'a pas pu être réanimé. En fait, tous les conseils que je donne aujourd'hui, tous les accompagnements que je fais sur la santé, la nutrition, le mouvement, etc., ben, mon père, même si c'était un ancien sportif, ben, avait tout laissé tomber. Si tu veux. Il fumait pas mal, il faisait pas attention à sa nourriture, il faisait pas attention. C'est quelqu'un qui était, je pense, très anxieux. Il dormait très peu. Il dormait 4 5 heures par nuit parce que il avait un amour de la médecine. Tu vois, c'était vraiment un sacerdoce. Et puis le corps a lâché, tout simplement. Le corps a lâché. Il n'y avait pas de question génétique parce que mon grand-père paternel est mort à 96 ans. Donc on peut pas dire que c'était pas génétique, une surcharge du système. Je pense, mais je peux pas le savoir, hein, c'est que des projections, qu'il avait eu des informations de son corps lui disant qu'il devait ralentir
qu'il a probablement pas dû écouter, hein. C'était un médecin qui avait une très très grosse clientèle et voilà, il faisait un peu tout, hein. Tu sais, t'es médecin, t'es véto, tu accouches, enfin à la campagne. Enfin, tu vois, t'as le pilier, t'as le PMU, t'as le médecin, t'as le maire, le notaire, et puis voilà, Ouais. et l'église, quoi. C'est un peu ça les choses. Donc, et du coup, moi, je me suis énormément mis en danger, en fait, en me disant, ben, la vie est injuste, et j'ai compris, tu sais ce que disaient les stoïciens, memento mori, souviens-toi que t'es mortel. Et Ouais. donc, moi, je me suis mis en danger très rapidement, de façon à défier la vie. Tu vois, j'avais cette défiance en disant, ben, viens me chercher si tu l'oses. Tu vois, ce côté un peu euh, revanchard contre la vie. Et donc, bah, voilà, je faisais de la moto, donc bah, je roulais excessivement vite. J'ai eu des accidents de moto. J'habite près de Bordeaux, donc j'allais à la mer. Je me suis noyé à un moment donné. J'ai été réanimé lors d'une noyade. Donc je suis tombé d'un arbre de 5 mètres. Parce que je méditais dans la forêt, parce que j'ai toujours été très très connecté à la forêt. Ma mère m'appelait l'enfant loup à l'époque. Et ben, je me suis endormi et je suis tombé par terre, quoi. Vraiment de l'arbre. Je suis resté 2 heures plié. La dernière branche, je l'ai pris dans le ventre, c'est ce que je me souviens. Et Aïe. ouais, et si je l'avais pris dans le dos, je serais pas peut-être en face de toi, mais pas au même niveau de hauteur, tu vois. Je serais plus bas dans un fauteuil. Et, Ouais. et puis un jour, mes copains m'appelaient Paf le chien. Voilà. C'est quoi le rapport? Ben parce que tu connais pas la blague qui dit c'est un chien qui traverse la rue et paf le chien. Parce que je me Ah, faisais d'accord. percuter tout le temps en fait. Tu prenais tous les dangers, t'étais un casse-cou, quoi. Ben, j'étais un casse-cou, accident de moto, j'avais percuté une voiture, et puis un jour, bon, voilà, j'ai trop cherché. J'étais en vélo et il y a mon prof de karaté qui était de l'autre côté de la rue qui me fait signe et moi avec mon vélo je tourne comme ça sans regarder derrière et j'ai une voiture qui m'a percuté de plein fouet, qui a même pas freiné et j'étais projeté à un peu plus de 20 mètres de l'autre côté. Heureusement, heureusement au niveau physique, je suis tombé dans un fossé, mais c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience de mort imminente. Ouais. Waouh. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Comment ça se déroule, une expérience de mort imminente? J'avais lu un livre là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des phénomènes qui étaient les mêmes chez toutes les personnes qui expérimentaient ça, peu importe les cultures, peu importe l'âge. Comment tu l'as vécu, toi? Ben, alors déjà, enfin, tu réalises pas, hein, c'est pas quelque chose qui a été projeté dans un espace. C'est, c'est en fait, c'est comme si tu étais une structure non physique, comme une particule qui arrivait dans un espace lumineux, dans une sorte d'espace assez lumineux, et t'as pas conscience que t'es plus dans ton corps en fait. Enfin, tu vois, t'as pas conscience que le corps physique, le véhicule, c'est comme si t'étais en voiture et que la voiture elle est dans le fossé et que ton corps il est plus dans la voiture. Voilà, le pilote il est plus dedans, mais t'as pas conscience de ça, puisque t'as aucune douleur, tu baignes dans une légèreté, un truc de fou quoi. Et là, j'entends, ça a été assez court moi, hein. je je perçois de l'information. Alors c'est pas parler, c'est pas quelque chose qui était parlé en français, sujet, verbe, complément, mais c'est une information qui t'arrive dans cette bulle, cette structure-là. C'est comme si tu étais une goutte d'eau dans la mer. T'es tellement léger, t'es tellement, t'as plus de pesanteur, plus de gravité, plus de problème, il y a plus rien en fait. Tu vois, t'es dans un silence absolu et t'es tellement bien là-dedans. Enfin, c'est difficilement descriptible au niveau physique. Ouais, mais c'est ce que j'ai entendu, c'est que les personnes qui faisaient ce genre d'expérience avaient du mal à le décrire avec des mots parce que les mots n'existaient pas. Et c'est ce que j'ai lu là-dessus, tu vois. Ben oui, parce que tu sais, la langue française qu'on comprend 20 000 mots, on utilise à peu près 2000 mots. Et malgré les 2000 mots qu'on utilise, donc 10% de la langue française, les gens n'arrivent même pas à se comprendre. Et alors imagine quand tu vis des expériences comme ça, le vocabulaire manque en fait. Le Ouais, vocabulaire manque. Donc tu peux parler de ressenti, et on en parlera peut-être un peu de cette conscience interoceptive. Mais tu arrives dans un espace, et que j'ai revécu après dans une expérience paroxystique, mais t'es aimé au-delà de ce que toi-même tu peux t'aimer. T'es accepté dans toutes tes structures en fait. Alors pour faire basiquement,
on va dire que tes qualités et tes défauts, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut. T'es parfait. Tu vois? Et cette perfection, elle est très, très impactante. Parce que, Emilio, tu es parfait. Pourquoi tu es parfait? Et on est tous parfaits. Parce que si tu es sur une île déserte et que on dit de toi que tu es un peu sensible, un peu colérique, un peu agressif, un peu ceci, un peu cela, si tu es tout seul, tu feras chier personne. C'est pas le crabe, le palmier ou le lagon qui vont te dire ouais, Emilio, tu es un peu susceptible quand même. La Ouais, nature, elle s'en branle de tes défauts. Parce que au niveau de la nature et de ces énergies-là, tu n'as pas de défaut, tu es juste parfait. ok. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ta personne. Ouais. Zéro. Ça n'existe pas. C'est une construction du mental, finalement. Et si tu sors de cette structure mentale, ça n'a plus de sens. Ben, c'est une construction du mental et parce que ce monde n'a pas de sens en fait. Et la vie, tu ressens que toi, ta vie, elle a un sens profond. Mais tu le ressens dans ton ADN en fait. C'est bizarre de ressentir ça. Tu comprends? Et ce monde, il n'a pas de sens parce que ce monde est construit par des égaux addicts à l'illusion d'une réalité. Hein, quand il suffit d'allumer la télé, de voir Trump, machin, bidule, chouette, un mec, tu fais une queue de poisson sans faire gaffe parce que ta femme vient d'être hospitalisée, il est prêt à te défoncer parce que tout ça, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens ce monde-là. Tu vois, le monde tel qu'on nous le présente en tout cas n'a pas de sens. Et dans cette expérience, tu sens que ta vie, elle a un sens, mais un truc de ma boule, quoi. Tu perçois toujours le temps. Non, ah non, en fait, là, et c'est pour ça que moi j'ai créé une lettre Substack, parce que de cette expérience, j'en ai tiré deux piliers, qui sont le kéros et la sérendipité. Et le kéros, c'est l'instant présent, c'est la densité de l'instant vécu. Le chronos, c'est le temps linéaire, chez les Grecs, tu vois. Le kéros, c'est l'instant. Tu vois, là, moi, je passe un instant de kéros avec toi, parce que le temps, pour moi, n'a pas d'importance là-dedans. Ça va durer le podcast, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je n'en sais rien. C'est juste être dans l'instant avec toi de ce qu'on va partager. Ça, c'est le kéros. Et la sérendipité, c'est pas la synchronicité, c'est faire des curieux hasards. Tu vois, c'est des fois, moi, il m'est arrivé plein de chocs dans ma vie. De ces chocs-là, j'en ai fait des opportunités. Est apparu des opportunités par rapport à ma résilience du choc. C'est ça la Hmm. sérendipité, tu vois. Et donc, dans ce moment de l'expérience imminente, tu ressens cet amour, cette inconditionnalité de la vie, du sens profond de ta vie. Ok, Ok. ça c'est le premier truc. Et puis c'est dans tes cellules. Tu peux pas remettre en question. Tu peux pas dire que c'est dans ta tête, c'est dans ton corps. Tu vois, tu as l'impression que c'est baigné dans cette énergie-là. Et deux choses drôles qui arrivent après. Le premier message que je reçois, c'est arrête. Je te le fais avec mes mots, hein. Mais arrête de faire le con. Quand ce sera le moment, tu le sauras. C'est-à-dire, arrête de te mettre en danger, de défier cette putain de vie. Ça ne sert à rien. C'est déjà quelque part programmé. Parce que moi, j'ai eu des accidents de moto où mes potes, ils m'ont cru mort, hein. J'ai été réanimé, je me suis noyé, la mer m'a recraché. Tu vois, il y a plusieurs fois où j'avais tutoyé le truc quand même, hein. Et là, ils me disent quoi? Arrête de faire chier. C'est comme des grands frères, tu vois, comme des grands frères qui me prenaient par l'oreille en disant arrête de faire chier les grands, tu vois, c'est pas le moment. C'est pas la peine d'aller Oui. défier le bordel. T'es trop Te petit remettre pour aller sur le défier. droit chemin. Ouais, mais t'es trop petit pour défier la vie en fait. Enfin, tu D'accord. Ok, je vois. vois cette notion de redescends. Et après, il y a un autre truc qui arrive, ils me disent retourne t'amuser. Et c'est comme si l'expérience sur Terre était un jeu. C'est un jeu qui peut piquer parce que tu peux perdre un proche, mais ça reste un jeu. Et ça, je l'ai pas compris tout de suite. Et là où je l'ai compris, c'est bien plus tard, c'était il y a une dizaine d'années, j'avais 45 ans, quand je suis tombé sur les travaux de Kers sur jeu fini, jeu infini. Je sais pas si tu as entendu en parler de ça. Non, je connais pas. C'est quoi? Eh ben, c'est un psychologue américain qui, tu sais, pour la faire simple, il y a des jeux finis, des jeux infinis. Le jeu fini, je prends un match de foot. Il y a un début, il y a une fin, il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a un objectif à atteindre, etc., etc. Ça, c'est le jeu fini. Le jeu infini, c'est un peu comme les quêtes dans les jeux Zelda, tu vois. Ah, ouais, j'adore, ouais. Tu vois, il y a rien, il y a juste de l'exploration, du truc. Les joueurs peuvent changer. Tu es basé sur le processus et non pas sur une finalité.
Et je me suis rendu compte que quand il m'avait dit retourne t'amuser, c'est que la vie sur Terre, c'est un jeu infini. Hmm. D'abord parce que j'avais vécu une expérience qui m'expliquait qu'il y avait probablement quelque chose après la partie terrestre. Et je suis pas le seul à le partager, hein. Là, que ce soit Raymond Moody, que ce soit Michael Newton, enfin des médecins qui ont écrit dessus, sur les Jean-Jacques Charbonnier, l'anesthésiste français, qui a écrit sur les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont connecté apparemment qu'il y aurait une vie après la mort. Mais là, c'est pas mental, tu le ressens, que le jeu il est infini et que sur la Terre, ça s'arrête pas à juste la structure physique et que ça continue après. Je sais pas encore comment, pourquoi, etc. On n'en sait rien, c'est pas la question. Mais tu perçois au fond de toi que c'est ça. Et ça Ok. rejoint, tu sais, ce que disait Teilhard de Chardin, que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et pas l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Et tout ce que j'avais lu sur l'hindouisme, les trucs comme ça prenait sens après cette expérience-là. Est-ce que ça t'a retiré la peur de la mort après? Oui, Ah, c'est fou ça. ben oui, complètement. Et alors, tu sais, la peur de la mort, c'est l'une des peurs principales de l'humain. T'as la glossophobie, hein, pour parler en public aussi, c'est une des peurs principales de l'humain. La Glossophobie. grosso... Pas la Glosso. grossophobie. Ouais, Non, la avec un L. glosso. Glosso. Ok. Ça, je connaissais pas Glosso. ce terme. Ouais, glossopharyngien. Glosso, ça vient de la gorge, de parler. D'accord. Peur de parler en public, c'est inscrit en nous parce qu'on est programmé pour ne pas vouloir être rejeté par la tribu, en fait. Ouais. Peur du rejet, peur de l'abandon. Ce sont les deux peurs viscérales, ouais. Ok. Et donc, ça enlève cette peur de la mort. Ouais, vraiment. Du coup, paradoxalement, et c'est un petit peu cette antivision, moins tu as peur de la mort, plus tu aimes la vie. Parce que tu sais, Woody Allen, il disait la vie est une maladie sexuellement transmissible. Parce que quand tu donnes la vie, tu donnes la mort avec. Tu Ah comprends le bon? principe? Quand tu donnes la vie, quand une maman, elle donne la vie ta maman, elle t'a donné la vie. Mais Ok. elle t'a aussi donné la mort avec. Ah d'accord, oui, parce que ça s'accompagne, ça fait partie ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Et donc, moi, ce que j'ai retenu de cette expérience aussi, c'est l'amour pour la polarité. C'est-à-dire que moi, je suis égoïste avec moi-même. Ça me permet d'être généreux avec les autres. J'ai de la tristesse en moi, ça me permet d'être joyeux. J'ai accepté la mort, ça me permet de vraiment embrasser la vie. Et tu vois, et la recherche de cette unité, de l'équilibre, pour moi, c'est l'acceptation de nos polarités. Et ça rejoint ce que disait Jung. Il disait, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant conscient nos parties d'ombre. Ouais, bien sûr. Tu vois le truc. Et ça m'a appris ça en fait. Ça m'a dit, ben ok, la mort, elle fait partie de la vie. Et plus tu acceptes la mort, plus tu vis la vie. Parce que tu n'es plus dans la peur. Et tu n'es plus dans la tension. Tu es dans la détente. Et la détente, c'est notre état naturel en fait. On est dans la détente. Et ce monde est un monde de pulsions, addict à l'approbation sociale, un monde pulsionnel. Et cette réconciliation avec la mort permet de revenir dans un désir de vie et du coup, pour boucler ce que je voulais te dire, revenir dans un jeu infini qui est de tomber amoureux du processus, tomber amoureux de la rencontre. Moi, tu vois, et je te remercie pour ce moment parce que tu m'offres un moment de rencontre. Ce que ça fera, ce que ça donnera, où ça m'amènera, ce podcast, je n'en sais rien du tout, mais rien du tout. Par contre, ce que ça m'amène dans l'instant du Kéros, ça, c'est fabuleux. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame quand t'écoutes un podcast, c'est que t'entends parfois parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable, ou une citation qui te retourne le cerveau, mais évidemment, t'as la flemme de sortir ton téléphone pour le noter. Et à la fin de l'épisode, t'as déjà tout oublié. Donc, pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai créé une fiche pépite dans laquelle je rassemble tout et qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode avec les nouvelles pépites de l'invité. Tu peux la recevoir tout de suite, le lien est dans la description. Comment tu penses qu'on peut se réconcilier avec l'idée de la mort sans faire d'expérience de mort imminente? Je me demande à quel point les gens pensent à la mort. Moi, j'y pense tous les jours. Je pense souvent à la mort, à la fin du monde, à des sujets comme ça, parce que je pense que il faut contempler la mort au quotidien, et parce que si tu fuis cette idée-là toute ta vie, tu vas constamment être dans l'anxiété. Peut-être qu'on se familiarise plus avec l'idée de la mort au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on voit des proches partir, etc.
mais c'est quand même quelque chose, c'est un sujet existentiel majeur. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que pour des gens normaux, comment se réconcilier avec cette idée-là? Moi, j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime bien ton approche minimaliste, parce que moi, ça résonne beaucoup avec moi, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'ai compris de tout ça, c'est que la complexité, ça va nourrir l'ego, et la simplicité va nourrir l'être. Et du coup, pour moi, les choses, pour mettre en place, pour être dans la détente, c'est enlever de la friction. Pour enlever de la friction, il faut amener des choses simples et des choses qui sont objectivables, qui donnent tout de suite un résultat. La première chose, c'est ce fameux memento mori des stoïciens. Souviens-toi que tu es mortel. C'est simple. Aujourd'hui, Emilio, dans le monde, demain matin, alors en fonction du décalage horaire, parce qu'on est, mais il y a 200 000 personnes qui n'ouvriront pas les yeux. C'est la vie. Hmm. Accident, machin, bidule, arrêt cardiaque, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu poses le pied par terre? Est-ce que euh, tu es amoureux de la vie, de prendre de la relation, de la connexion aux gens? Est-ce que tu dis souvent que tu exprimes de l'amour pour ce que tu aimes? Mais ça peut être aussi pour le soleil qui se lève, pour le fait d'être, tu sais, sur un toit et avoir un frigo rempli. Il y a des scientifiques, des statisticiens qui s'étaient posés sur un truc et qui disaient, c'était assez incroyable, qu'il y avait plus de chances de gagner à l'euro million, t'entends, que d'être né à peu près en bonne santé, avec un toit sur la tête et un frigo à peu près rempli. Donc, Hmm. grosso modo, on a gagné à la roulette divine. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Où on pose notre attention? Notre attention, c'est, tu le sais très bien, tu en parles assez souvent, notre ressource la plus précieuse. Est-ce que je pose de l'attention sur la connexion aux autres, aux humains, à la joie, à l'enthousiasme, au partage, à la transmission, ou est-ce que je pose mon attention sur Netflix, le paquet de chips et Trump? C'est où je pose mon attention. Quand quelqu'un me fait une queue de poisson, est-ce que je pose mon attention sur lui rentrer dedans ou plutôt respirer et de dire que ce monsieur peut-être est en train de vivre un drame et que son gamin est peut-être à l'hôpital et qu'il est peut-être pressé. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est cette gratitude naturelle. Le soir en me couchant, eh ben, je vais avoir une pensée pour toi, probablement, et je vais te remercier parce que tu m'as fait passer un bon moment. Tu m'as permis de sortir de ma zone de confort. J'ai quasiment jamais fait de podcast. Enfin, c'est le premier comme ça. Et il y a ton sourire là que je vois à l'instant. Et ça, c'est hyper précieux en fait. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'écrire des journaux de gratitude. C'est juste une petite pensée pour ma fille qui m'a fait un sourire, qui m'a fait une blague, pour un client, peu importe. Et ça te prend 10 secondes ça. Mais ça te Hmm. met dans un espace de détente, de parasympathique. Et tu souris à ça. Et tu dis merci. Merci d'avoir encore passé une journée de plus sur le caillou, quoi. Parce il Oui. y en a 200 000, ils vont pas avoir cette chance demain. Tu vois l'idée. Euh, ça, moi, ça m'amène à justement à pas devenir dans une tension de la mort, de pas attendre de voir mon proche avoir un cancer en phase terminale pour me rendre compte que faut que je m'active et qu'il faut que je bouge. Tu vois, parce que souvent le cerveau va préférer la facilité, hein, d'accord, il va Hmm. toujours chercher la facilité. Et comme tu l'as dit très justement, certaines personnes vont bouger à partir d'un traumatisme. C'est Oui. dommage, c'est dommage en fait, parce qu'on peut commencer à bouger avant le traumatisme. Et ça demande quand même une certaine discipline, parce que sinon on est tous soumis à nos conditionnements et on fonctionne en pilote automatique. Et souvent les gens ont besoin d'un événement violent qui va les réveiller. Toi, tu l'as eu très jeune, mais je pense que la plupart des gens juste n'y pensent pas. Et où ils n'ont pas la discipline, où ils oublient très rapidement. C'est souvent, on entend des conseils sur Internet, ça c'est bien, on applique un petit peu, et puis on retombe la tête dans le guidon, dans la vie de tous les jours, dans nos petits problèmes. Et on se laisse aspirer quoi, par le quotidien. Donc on oublie par exemple d'avoir les pensées de gratitude. Moi j'oublie souvent, tu vois. Des fois je me rappelle que c'est bien, j'ai aussi des petites pensées gratitude comme ça, mais c'est pas à tous les jours. Mais je pense que ça, ouais, ça demande quand même une certaine discipline. Et je vais faire une conférence ce soir sur ça, la conférence s'appelle Comment déshypnotiser le mental pour retrouver du sens à sa vie. Parce qu'en fait, on est dans des boucles de réalité. Ok, ça a été défini par Robert Anton Wilson, entre autres. Il appelle ça les tunnels de la réalité. Putain, c'est incroyable. J'ai un autre invité du podcast.
qui a parlé exactement de ce même concept. Donc, vas-y, ça, c'est génial. Ouais, ben moi, ça fait 10 ans que je suis tombé là-dessus, j'ai compris certaines choses. Mais pour faire simple, et je l'ai simplifié, mais des croyances, des croyances, non-croyances, hein, qui est souvent une manque de connaissance sur soi et une manque du connaissance du monde extérieur. Hein, une croyance, elle naît comme ça, va amener des pensées, mind flow, donc comme il définit, des 80 000 pensées par jour, ok? Et ça va impacter ta physiologie. Parce que quand tu as des pensées, de par le système nerveux autonome, système, alors là, on est un peu dans la neurobiologie, mais ça, tu vas avoir du cortisol. Si tu penses, tu as la croyance que t'as aucune valeur, ok, que t'es qu'une grosse merde, et que forcément, si tu dois parler en public, tu vas avoir des pensées qui disent ah ouais, je vais pas y arriver, machin, et ceci et cela. Et dans l'assistance, tu vas avoir des gens, quelqu'un qui va se gratter le visage comme ça, et tu vas dire ah s'il se gratte le visage, tu vas commencer à faire des projections, parce que le cerveau ne perçoit pas la réalité, il ne perçoit que ses propres projections, ok. Et on pourra en parler. Ça a été défini par les neuroscientifiques. Aujourd'hui, c'est très validé par la science. Donc là, tu te racles la gorge, je dis ah putain, ça n'intéresse pas, etc. Donc mon système va percevoir une information dans le public qui va me valider ma croyance que j'ai rien à dire. Donc je vais avoir du cortisol, de l'adrénaline qui va arriver dans mon sang. Je vais commencer à avoir la gorge qui se serre, mon plexus qui se serre, mon cœur qui s'accélère. Je vais commencer à bafouiller. Donc mon corps, ma physiologie va se transformer par rapport à mes pensées. Et donc l'expérience que je vais vivre va pas être terrible. On est d'accord. Et Ouais, donc l'expérience pas terrible va valider la croyance que je suis qu'une oui. grosse merde. C'est une boucle de réalité. Et des boucles, on en a partout, tout le temps. Elles sont multicontextuelles. C'est-à-dire, tu as des boucles dans ta famille, dans ta relation de couple, dans les amis, machin, etc., etc. Et on se dit, OK, si la boucle, elle est délétère, elle n'est pas terrible, comment je peux changer cette boucle? Comment je peux déshypnotiser? Parce que je suis hypnothérapeute, entre autres, dans mes formations, et j'avais une dame qui vient pour une douleur, une tendinite à l'épaule, et elle avait vu sur mon site que j'étais hypnothérapeute aussi. Puis elle arrive toute transpirante, elle me dit, vous allez pas m'hypnotiser? Ah, je dis non, je vais vous déshypnotiser. Et elle me dit, hein? Je dis, le meilleur hypnotiseur, c'est pas moi, c'est pas Mesmer, c'est votre mental qui vous raconte des histoires toute la journée, quoi. Ça tourne, hein. Ok. Vous savez, l'hamster, le suricate sous exta, là, qui tourne dans la roue, là, ben, c'est votre mental. Et elle me dit, ah oui, oui, la souffrance, c'est l'histoire que le mental se fait de la douleur. La douleur, c'est le corps physique. Il m'a quitté. 10 ans après, tu y penses toujours. Ouais, je suis en souffrance, il m'a quitté il y a 10 ans. Ben, c'est le mental qui fait une histoire de la douleur du moment. Ouais, c'est un peu la phrase la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Exactement. Et là, merci. Alors là, tu me fais un pont en or là-dessus. Tu vas comprendre. Donc, comment je change cette boucle? Je peux rentrer sur un travail sur les croyances. Il y a des Hmm. praticiens, etc. Sur les pensées, psychologues, etc. Mais je peux passer par le corps physique aussi. Tu vois? Et si j'amène de la régulation, donc moi j'utilise ce qu'on appelle la théorie polyvagale, c'est-à-dire la régulation du système nerveux autonome, pour changer ma physiologie. Quand je change ma physiologie, j'ai un stress. OK. Ce soir, probablement devant la conférence, devant 100 personnes, c'est la première fois que je fais ça, mon système va s'activer. Tu vois, et peut-être, j'ai avoir du stress, c'est normal, c'est plutôt sain. On dit que mais là, où je reste dedans, où je régule mon système nerveux. Donc moi, je vais travailler ma physiologie. Je vais pas me demander pourquoi je suis stressé, parce que blablabla. Je vais travailler ma physiologie, ça a changé mon expérience, qui va casser ma croyance et changer mes pensées. OK? Tu connais Victor Frankl, ce neuropsychiatre hein, qui a survécu au camp de concentration, qui a développé la Ok. logosynthèse. Il disait qu'entre un stimulus et une réaction, OK, il y a un espace de liberté. Dans cet espace de liberté réside ta qualité de choisir. Et ton choix, ta capacité à choisir, dans ta capacité à choisir réside ta liberté, ta puissance. Quand tu es dans des boucles automatiques, et tu l'as dit très justement, tu n'as plus de choix entre un stimulus et une réaction. Il coupe la route, je lui tape dessus. Je parle, il se gratte le menton, ça l'intéresse pas. Il y a plus de, c'est une boucle, tu vois, c'est collé. Quand tu passes par la physiologie, par de la respiration, des choses assez simples, tu vas ouvrir cet espace entre le stimulus et la réaction. Et dedans, tu as un choix. Est-ce que je m'énerve ou est-ce que je me régule? Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié? Et c'est comme ça que petit à petit, on peut impacter nos boucles automatiques et amener
une forme de discipline, comme tu disais, mais qui est une discipline auto-induite, qui se fait naturellement, parce que tu vois les bénéfices immédiatement, en fait. Alors, est-ce que tu as des techniques que un peu monsieur et madame tout le monde peut utiliser pour justement casser ces boucles, ces cercles vicieux qui peuvent nous saboter au quotidien? Par exemple, ça peut être pour la prise de parole. On voit que quelqu'un, comme tu dis, se gratte le menton, donc ça veut dire que je suis pas intéressant. Et comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses dans la vie de tous les jours? Alors, la première chose, très simplement, c'est de le remarquer. OK? Ouais, OK, je remarque. Donc, avoir une position un petit peu, ce qu'on appelle métacognitive. C'est-à-dire, je suis en train d'observer que là, je suis en train de faire une interprétation. Premier truc, déjà, de le remarquer. De dire, OK, il se gratte le menton. Tu vois? Première chose. De repérer ça. Il se gratte. OK. Moi, je propose une approche qui a été développée par Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique américain. Là, je le vois se gratter son menton, et là, mon cerveau commence à se dire, merde, ça lui plaît pas. Donc, il dit, si ça lui plaît pas, il y a un stress. Je suis pas intéressant. Dès que je vois ça, je vais faire ce qu'on appelle le soupir physiologique. Parce que là, mon système nerveux autonome est en train de s'activer en sympathique, c'est-à-dire en accélération, prêt à fuir ou à attaquer. OK? Fight or ouais, flight. OK? Donc, fuir, je me casse de la scène. Attaquer, je dis, quoi, Emilio, ça t'intéresse pas ce que je te dis? J'attaque. OK? Tu vois ouais. le truc. Donc là, je fais le soupir physiologique, c'est tu prends 2 inspirations par le nez. OK? 2 inspirations, pam, pam, et tu souffles par la bouche, voilà, de façon comme si tu soufflais dans une paille. Ok. Et tu allonges, 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 t'en expires. Ou comme si tu soufflais sur une vitre, tu sais, pour faire la buée. Donc 2 inspires et, et tu fais ça 3 fois. Au bout de 3 fois, ton système va descendre. C'est comme si tu baissais, comme disaient les mamies à l'époque, baisser le feu sur le lait pour pas que ça déborde. Tu vas Ouais. revenir en parasympathique. OK? Donc ça va calmer ton système physiologique. Finalement, le temps que ça se passe, ta perception de ce que tu vois va changer. Parce que il y a bon, c'est peut-être un peu technique, mais on a un organe au niveau du tronc cérébral qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et c'est le gardien, c'est le vigile devant la boîte de nuit. Tu rentres, tu rentres pas, tu rentres, tu rentres pas. Il va filtrer les informations. On a 11 millions de bits d'informations qui arrivent par seconde dans notre cerveau. 11 millions. Par nos 9 sens. On n'en a pas que 5, on a 9 sens physiologiques. On pourra en parler après. Et Ah ton bon? système, ouais, et ton système d'activation réticulée va filtrer l'information par rapport à tes sens. Et tu en as 0,26% qui sont portés à la conscience. Donc, comme tu le disais très justement, on a 99% de ces informations qui sont en automatique. Le fait de faire cette respiration va ouvrir tes perceptions. Ça te ramène quelque part au moment présent. Ouais, et tu vas changer tes lunettes de la réalité. Puisque ton système, Ouais. il est beaucoup plus calme. Donc, le grattement de menton, tu vas pas percevoir ça comme une agression. Ok. Tu vas peut-être se dire, mais tiens, il doit avoir de l'eczéma dans la barbe. Ouais, tu réinterprètes d'une manière plus constructive pour ensuite faire une boucle positive. Exactement, plus neutre. Ouais. Alors ça, on oublie, tu vois, moi j'ai des gens qui me disent la vie, elle n'a pas de sens, etc., etc. Et je leur dis, c'est normal, vous êtes déconnectés de vos sens. Comment voulez-vous que c'est du sens? On a 9 sens. On a les sens principaux que tu connais, hein, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Hein, les 5, Ouais. oui, machin. On a la proprioception. La proprioception Ah oui. par rapport à C'est nos technique. pieds. Par rapport à nos pieds, c'est notre posture, l'équilibre, notre gravité, comment on se bouge. OK? D'accord, ouais. Proprioception. On a ce qu'on appelle la nociception. La nociception, c'est le sens de la douleur. Tu sais que la douleur, elle est très personnelle. Hein? La douleur physique. La douleur physique. Nociception. On a Ouais. sous la peau des récepteurs, qui s'appellent les nocicepteurs, qui sont récepteurs de la douleur. Il y en a qui sentent moins, etc., plus que d'autres. Ça va? C'est pas lié au toucher quelque part, ça c'est pas C'est un sens physiologique. D'accord. C'est-à-dire que toi, je te mets une aiguille, je te plante une aiguille dans le doigt, tu vas te dire, oulala, ça me fait mal à 7 sur 10. Peut-être que la même aiguille, tu me la plantes, et moi, je vais te dire, moi, ça me fait mal à 4 sur 10. Tu vois? Hmm. C'est la perception de Oui, la d'accord. douleur. Après, Ok. on a la thermorégulation, qui est la perception de notre chaleur, de la température. Froid, chaud. Hmm. On n'a pas la même capacité à réguler notre température.
Ok. thermorégulation. Et le dernier, pour moi, qui est l'un des plus importants, enfin, ils sont tous importants, c'est l'interoception, c'est-à-dire la capacité à percevoir tes constantes à l'intérieur de toi, les battements de ton cœur, l'accélération de ton pouls, euh, Respiration. la respiration, si ta respiration elle est ample, si elle est basse, si elle est haute. C'est-à-dire que là, en fermant mes yeux, tu vois, je sais que mon pouls est à 67. Oula, c'est précis. Ben oui, parce que je sais très bien, quand tu as cette conscience interoceptive, que tu ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu as une information qui est beaucoup plus importante. Tu sais, les gens disent, ah, j'ai ressenti quelque chose, mais j'ai pas écouté ce que j'ai ressenti. Ben, c'est leur interoception, en fait. Tu vois, par exemple, moi, te parler, finalement, faire un podcast avec toi, finalement, je le ressentais pas trop. Imaginons, je le ressentais pas trop. Mon système interoceptif a eu l'information de ça. C'est-à-dire que mon cœur s'est accéléré et je suis passé dans un mode sympathique qui disait, il y a un petit danger là. Tu vois le truc? Assez simple. Ouais. Mais comme je suis coupé, la personne est coupée de ses ressentis. Elle sait pas ce qui s'est passé dans son corps. Elle se dit, ah, ben, je vais aller voir Emilio. Puis après, ça se passe mal. Et puis elle se dit, ah, putain, je le savais. Ah, je le savais. Hmm. Je le sentais. Et oui, bien sûr que tu le sentais. L'information, tu l'as eu bien avant. Parce que ton corps, il est dans le présent. Il peut pas tromper le corps. Tu peux tromper le mental. Le mental, il est barré à droite, à gauche. Il se projette, il anticipe, machin. L'émotionnel, alors lui, il se balade. C'est le chien fou, tu vois. C'est le cheval dans la calèche, hein, tu vois. Il se balade. Mais ton corps, lui, bah, lui, il est dans le présent. Et donc, quand il perçoit sur ces 11 millions de bits d'informations que tu m'envoies par seconde, mon corps perçoit énormément de données. Sauf que si j'ai pas la Oui. capacité de les observer, bah, je passe à côté du sens de la vie. D'accord. Et c'est ça, donc le fameux tunnel de réalité. Exactement. Donc, Hmm. cette conscience interoceptive, elle se travaille de façon simple. La respiration, la méditation. Alors, Ok. moi, arrêtez j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, j'ai pas de temps, file-moi ton téléphone, on va regarder Instagram, tu vas trouver du temps. La méditation, c'est 5 minutes par jour. Commence par ça. Voilà. Ferme tes yeux 5 minutes. Musique, pas musique, le matin, le soir, à midi, sur un pied, dans un chêne, je m'en fiche. Ferme tes yeux 5 minutes. Commence par ça. Et me dis pas que t'as pas le temps. On parlait Ouais. d'habitude. Tu vois le truc? Mais c'est une possibilité. C'est pas la seule. Parce que marche créative. J'adore la marche créative. Je vais marcher 20 minutes sans téléphone, sans portable, sans rien. Et je me mets dans mes sens, mes pieds sur le sol, l'odeur, la vue, comment est mon corps, comment je me ressens là-dedans. Mais c'est génial, tes 20 minutes, elles passent en un claquement de doigts, tellement c'est riche à l'intérieur de toi. Tu comprends? Bien Ça sûr, met ouais. en, ça met en mouvement ton DNM, son Default Network Mode, qui est un mode de vagabondage de ton mental. Ton mental va créer des connexions. C'est vrai qu'on est très créatif quand on fait des marches comme ça dans la nature, quand on sort de... Souvent, on passe beaucoup de temps quand même enfermé dans une boîte entre quatre murs. Et souvent, la créativité n'est absolument pas stimulée dans ce contexte-là. Et si tu vas faire un tour, d'un coup, tu as des idées, tu fais des connexions, et ça paraît limite spirituel, mais ça marche tellement bien. Mais ça Ouais. marche tellement bien, tu vois. Et là, tu te reconnectes à tes sens, puisque tu n'es pas, tu sais, dans ta boîte, comme tu disais, dans ton tunnel, et tu as des connexions, parce qu'à ce moment-là, ton inconscient fait remonter des informations, et tu as des connexions neuronales qui se créent, et du coup, tu es très intuitif. Et grâce à la neuroplasticité, c'est-à-dire à la capacité des neurones d'apprentissage, tu vas créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc plus tu marches, plus tu deviens créatif, plus c'est facile, moins tu as de tension, plus tu as de détente, plus tu as de l'espace entre le stimulus et la réaction, plus tu casses tes Ouais. boucles en fait. Et donc plus tu deviens conscient, plus tu te retrouves du sens à la vie, plus les gens viennent à toi de façon naturelle. Je pense que le drame aujourd'hui, c'est quand même que les gens ont pris l'habitude, dès qu'ils s'ennuient, d'ouvrir les réseaux sociaux, de scroller les TikTok, de regarder des vidéos YouTube. Et finalement, l'esprit est ailleurs. Le corps est là, physiquement, mais l'esprit est distrait quelque part dans le nexus digital. Et effectivement, ça te déconnecte de tes sens. Surtout quand ça devient, quand tu parlais de schémas neuronaux, quand tu renforces cette habitude et que ça devient un réflexe inconscient,
dès que tu t'ennuies, allez, moi j'ai beaucoup ça, je suis pareil, hein. Je regarde beaucoup YouTube, beaucoup trop YouTube. Et j'ai besoin de faire l'effort conscient souvent, même de ne rien faire. Tu vois, par exemple, hier soir, j'ai passé 1 heure à rien faire, juste allongé sur le lit, juste pour me réhabituer à l'ennui, pour déconditionner mon cerveau de ça. Mais c'est vraiment le drame de notre époque parce qu'il y a toute une ingénierie derrière pour nous rendre accros et on reste que des humains. Ils sont plus forts que nous. Les ingénieurs qui mettent en place ces mécanismes, ils appuient sur les boutons qui nous transforment en zombies. Donc je pense que c'est vraiment un combat de tous les jours de se forcer à faire des activités dans le présent, avec des gens aussi, ça peut être super, faire du sport, aller faire des activités. Ouais, ouais, complètement. Et tu as totalement raison. Et il y a un super bouquin là de Jonathan Harry, je crois, On vous vole votre attention, où il parle de ça, de cette addiction aux Hmm. réseaux sociaux et comment les ingénieurs, comme tu dis, sont payés des fortunes pour nous rendre vraiment addicts. Moi, je pense que toute addiction est une sédation d'un état émotionnel. Et donc la respiration te permet ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est vrai, il faut de l'entraînement, il faut le faire régulièrement. Des fois, tu vas te laisser happer et c'est OK. Mais j'ai une journée de merde. Mon chef m'a gueulé dessus. Je rentre chez moi, j'ouvre le frigo, je prends une bière. Tu vois? Et ça va m'amener de la détente par l'alcool. On va dire ça comme ça. Euh, de la même manière, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est parce que à un moment donné, tu es en mode automatique et si, au moment de prendre le réseau social, YouTube, avant de lancer YouTube dans ton cas, tu respires, tu fais la petite respiration que je fais, et tu dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas? Ça va t'amener du choix. Alors peut-être que tu iras sur YouTube Ouais. et tu diras, OK, j'ai choisi, mais peut-être que tu reposeras le téléphone. Peut-être que le gars qui rentre chez lui énervé avec son boss, qui va ouvrir le frigo avant d'ouvrir le frigo en mode automatique, il se dit, il respire, il se dit, c'est justifié ou pas justifié? Le temps de faire ça, il va peut-être refermer le frigo. Une fois sur deux. Mais ce sera déjà un petit peu de gagné. Et alors moi, j'ai une addiction aux livres. Je suis un passionné de bouquins, j'en lis 4, 5 par jour. Enfin, c'est une addiction pour moi. Et un jour, j'ai un stress important. Et je me dis, oh putain, je vais à la Cultura. Mais c'est plutôt une bonne addiction, les livres. Mais je suis d'accord, mais ça reste une addiction en fait. Ça reste un mode D'accord, ouais. automatique. Et j'arrive dans Cultura, tu vois, je suis, voilà, je suis comme ça, on dirait un Il me faut enfant. ma Ouais, dose de livres. exactement. Voilà. Et la dose, on Ça, l'a. c'est drôle, ça. c'est- Mais oui, c'est drôle, tu vois. Et je sens l'effet que ça a sur mon corps, tu vois. Je rentre Ouais. déjà sur Cultura, je vois les bouquins, mais je mouille ma culotte, quoi. Tu vois, c'est un truc de ma boule. Je sens que ça se détend. Je prends ma dose, donc dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Tu vois, je prends ma dose. Je suis content, quoi. Et je repars avec 4 bouquins. Peut-être que je les lirai jamais, mais j'ai eu mon shoot, quoi. C'est des romans, des livres de fiction, c'est quoi que ta drogue Ah moi non mais quand je dis de la drogue, c'est de la drogue dure, hein. Moi, je lis de tout quoi. Je Ouais. dévore des trucs sur les neurosciences, des romans policiers, des BD. Enfin, je suis un maboule hein, quand même, hein. Hmm. C'est infiniment mieux que TikTok, c'est incomparable. Ouais, mais moi ça me nourrit. Tu vois, je lis à peu près 1 heure par jour. Tu vois, c'est ma routine. Hmm. Le matin 20 minutes et le soir 30 minutes quoi. C'est ma routine. C'est comme ma marche et mes exercices et le sport. C'est une routine régulière en fait. Mais l'autre fois, je me suis surpris et j'ai fait un truc incroyable pour moi. J'ai reposé tous mes livres. Mais Ok. posé, hein, je te jure. Et je suis sorti, et putain que j'étais fier, quoi. Je te jure, j'avais une fierté, je me suis dit, putain, c'est cool, quoi. Et parce que je savais que c'était en réaction à. Hmm. Et il y a une différence de dire, bah, tiens, j'ai envie de me trouver un bouquin, tiens, le dernier bouquin d'Emilio, ah, je vais à la Cultura, hop, je vais l'acheter. C'est différent. Euh, Par rapport à l'état émotionnel dans lequel je suis. Aller acheter un livre dans un état émotionnel neutre, c'est OK. Boire un verre de vin dans un état émotionnel neutre, c'est OK. Regarder YouTube dans un état émotionnel neutre, c'est OK. Tu vas peut-être regarder 20 minutes et pas 3 heures en fait. Tu vois? Ouais. Mais dans un état émotionnel instable, donc dans ta boucle de la réalité, je te rappelle, hein, ton chef t'a envoyé un mail à la con, t'es dans tes pensées, putain, il me fait chier, je vais quitter cette boîte, blablabla. Bla, bla, bla. Ton système physiologique est dans un système sympathique très actif. Tu prends une bière, ça t'amène dans le parasympathique, ça te détend, etc. C'est ta boucle. Mais si tu respires à ce moment-là, tu pètes ta boucle et la bière, tu la reposes.
Ouais. Moi, ce que je fais quand je me rends compte que je suis dans une série de binge-watching de vidéos YouTube, tu sais, j'ai déjà regardé trois quatre vidéos et j'ai un éclair de conscience d'un coup, je me dis, mais attends, je vais encore rester une heure là. Juste, je respire et je me dis, ouais, j'essaie de découper le fait d'arrêter ça en des étapes les plus petites possibles. Je me dis, première étape, fermer l'onglet YouTube. Donc c'est tout petit. Donc juste, ok, je ferme l'onglet. Deuxième étape, je me mets debout, je me lève du lit. Si je t'ai vautré sur le lit, dans un état physique comme ça t'aide pas à retrouver l'énergie. Et puis juste, petite étape par petite étape, bah, tu te remets en mouvement, tu fais quelque chose de plus constructif, tu t'arrêtes de procrastiner. Ouais, Voilà. exactement. Mais moi, j'avais vécu ça, une expérience presque mystique. Tu vas rigoler, mais il y a 7 ans, j'ai quatre enfants, mais les deux grands me disent, je crois que c'est 7, 8 ans, ça remonte. Ils disent, papa, tu connais Instagram? Tu vois? Je dis, non. Hmm. Il me dit, ben, installe Instagram, tu verras, c'est génial. Alors moi, j'écoute mes enfants, hein, je suis un papa dynamique. J'installe Instagram. J'installe le bordel, tout, je crée mon compte, super. Et puis, petite envie pressante s'invite à ma conscience. Je vais aux toilettes avec mon téléphone et Instagram. OK? Au bout de Ouais. 35 minutes, j'avais toujours le cul collé sur la cuvette quand même. Tu vois? Donc, je me lève, j'avais un tatouage Jacob Delafont sur le cul, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mais c'est une dinguerie. Tu vois, je me dis, c'est une dinguerie. Et j'ai désinstallé Instagram. Tellement ça Hmm. m'a choqué, en fait. Ça m'a tellement, parce que je savais très bien que si j'allais rentrer dedans, à l'époque, ben voilà, hein, j'allais scroller comme un malade. Tellement c'était puissant quand même, tu vois le truc. Instagram, je trouve que c'est vraiment un des plus addictifs. Moi, c'est pareil, je l'ai désinstallé à l'époque, j'étais dessus, mais c'est conçu pour que même si toi tu veux l'utiliser pour des raisons professionnelles, tu es quand même obligé d'être addict. Je connais personne qui est créateur sur Instagram, qui l'utilise pour générer de l'audience, trouver des clients, qui n'est pas en même temps accro. Parce que si tu veux même ne serait-ce que répondre à tes messages, tu dois passer par le fil d'actualité avec les vidéos. On te demande pas si tu veux voir les vidéos, on te les balance dans ta gueule, et c'est comme ça, et tu te fais accrocher. Mais putain, j'ai vécu une expérience incroyable qui dit ça. Une personne qui est Instagrammeuse, en fait, dont son métier, elle fait de l'acquisition avec Instagram, ok? Ouais. Elle n'est jamais là. La personne est très très peu présente en fait quand tu es en discussion avec elle, parce elle a toujours son téléphone, mais comme elle te dit que c'est son job, tu sais, qu'il faut qu'elle réponde au Hmm. MT, au machin, tu parles et c'est l'attention de Dory, quoi. C'est le monde de Nemo. T'as 3 secondes d'attention et tu vois dans ses yeux, dès qu'il y a un bip, un machin, un truc qui s'éclaire, boum, elle est déjà partie, elle est déjà dans Instagram en fait. Mais c'est pratique parce que tu rationalises, tu te dis c'est pour le travail, donc ça justifie mon addiction, et donc tu continues, tu te remets pas en question. Et puis c'est 20h, 21h, 22h, 23h le soir avant de se Ouais. coucher. Et moi, les gens, enfin, c'est puissant hein, quand même. Moi, ça fait peur, je trouve. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un sacré algorithme, hein. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton activité aussi. Donc aujourd'hui, tu as créé ta propre méthode qui porte ton nom, la méthode Béchac. Déjà, comment t'en es arrivé à créer ta méthode à toi, plutôt que de te baser sur des disciplines qui existent déjà? Bah, cette méthode, elle est née de mes névroses mentales, de la performance et de mes échecs thérapeutiques. C'est quoi tes névroses mentales? Le syndrome de l'objet brillant. Tu en as parlé. Ok. Ok. Ouais. Donc moi, j'étais formé sur une première méthode qui est de ce qu'on appelle l'ostéopathie crânio-sacrée. Bon, c'est une ostéopathie où tu touches le crâne, c'est assez doux, c'est pas du tout faire craquer, tu vois. Bon, bon, je développe mon cabinet avec ça, enfin, je lance mon cabinet. J'avais des résultats satisfaisants, mais satisfaisants. Et moi, j'aime l'efficience, tu vois, c'est-à-dire l'efficacité avec le minimum d'énergie. Et Hmm. donc, j'avais des bons résultats sur certains types de bobos, mais sur certains autres types, pas. Donc, je vais me former à une autre technique. Je reviens en cabinet, je pratique la nouvelle technique. Voilà, j'ai des bons résultats, mais pas suffisants. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, quand je te parle de l'objet brillant, c'est parce que je me dis, ah, la prochaine technique, elle va être magique. Je vais avoir des super résultats avec ça. Donc, j'étais à la recherche de la méthode idéale. Voilà. Alors, je l'ai pas trouvé. Plus de 35 000 € dans mes formations. J'ai pas trouvé la méthode idéale.
Et alors, je suis parti d'un principe assez simple, d'où la simplicité. Je me suis dit, une tomate, un oignon, un poivron, c'est bon, mais sur une pizza, c'est meilleur. Et j'ai commencé à associer des outils entre eux. J'ai dit, tiens, la méthode A, ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode A, c'est ça. Dans la méthode B, ce qui est intéressant, c'est ça. Dans la méthode C, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai commencé à tester des techniques symbiotiques. Donc ça veut dire, j'ai dit, tiens, je vais partir sur de la posturologie parce que la posture, la proprioception, c'est important. Tiens, je vais partir sur la médecine traditionnelle chinoise parce que certains trucs sont importants. Tiens, je vais partir sur un travail musculaire parce que les muscles, c'est important. Tiens, je vais partir sur ça parce que ça, c'est important. Et j'ai commencé à plugger des outils entre eux. Il y en a que j'ai enlevés, d'autres que j'ai rajoutés. Donc, c'était une phase de recherche et développement. Et je me souviens, c'était très drôle. Mes clients disaient, tiens, c'est bizarre, je suis venu il y a 2 mois, vous m'avez pas fait la même chose. Bah oui, forcément, puisque j'étais en train d'expérimenter. Mais Ouais. comme je suis un amoureux du processus et que j'ai jamais eu de problème de légitimité parce que bah, moi je faisais au mieux de ce que je faisais au niveau de ma thérapie, tu vois. Ben, je testais, je voyais les résultats et puis je suis tombé sur quelque chose qui tenait la route vraiment et surtout les résultats. C'est à partir de ce moment-là que mes résultats ont commencé vraiment à se développer. Où je suis passé d'une allez 5-6 personnes semaine à 100 personnes par mois en 6 mois à 200 personnes par mois dans mon cabinet en moins d'1 an. Je suis rentré dans les Wow. entreprises, ouais. Et je me suis dit, ben au final, plus c'est simple, tu vois, plus c'est simple, plus c'est applicable, meilleur il y a de résultats. Et donc j'ai appliqué cette simplicité dans ma communication, dans plein de choses. Et ben, sur Bordeaux, ça a parlé un petit peu. Les gens entendaient parler de mes résultats. Ils disaient, putain, mais on entend parler de tes résultats, c'est pas de l'ostéopathie, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas du shiatsu, c'est pas. Tu vois, ils essayaient de mettre une étiquette. Je trouvais Hmm. pas l'étiquette, forcément, parce que c'était plutôt un patchwork. Et ils me disent, t'as pas pensé à transmettre? Je dis, bah non, je suis pas formateur. Ouais, mais on est un petit groupe là, machin, on se crée un groupe de 10 et tu viens nous former. Ouais, les gars, vous êtes mignons, mais bon, entre être dans le cabinet et former, il y a quand même, tu vois, un delta. Je mets 6 mois à mettre en place, à structurer ce que je faisais dans mon cabinet, et je forme, je transmets ça une première fois. Ça portait pas du tout ce nom-là au départ. Et, euh, et puis 6 mois après, ben, le bouche à oreille fonctionne. On revient me rechercher. On dit, t'as pas une autre date? Ben non, j'ai pas d'autre date parce que j'ai fait un one shot. Voilà. Ah non, mais c'est machin. Et c'est parti comme ça. Et donc, du coup, je travaille ma charte graphique, tu vois, pour avoir une identité visuelle. Et c'est l'infographiste qui me dit, mais pourquoi t'appelles pas ta méthode Béchac? Et je dis, ah, j'aime pas trop mon nom de famille. Ouais. Moi, j'avais, Elle avait pas de nom avant, la méthode? Il y avait pas de... non, 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 non. Parce que J'avais ça appelé ça, marche, c'est pour le marketing. Faut ben qu'il y ait un oui, nom qu'on se souvienne. ouais, j'avais appelé ça hypnose Théo à l'époque parce que j'associais des techniques de thérapie manuelle avec de l'hypnose. Mais bon, voilà, j'ai déposé ça, mais je l'ai jamais. Après, la méthode a évolué, j'ai enlevé de l'hypnose parce que les gens comprenaient pas trop ce que ça voulait dire, ça a créé des peurs, enfin, tu vois, tout le truc. Bon, bref. Et, et cet infographiste me dit, mais pourquoi t'appelles ça méthode d'échec? Il me dit, c'est simple. Je dis, ah, j'aime pas trop mon nom. Et moi, j'avais un pote qui naît en Suisse, il s'appelait Raphaël, enfin, il s'appelle Raphaël Vangelista. S'il m'entend, il rigolera. Mais Raphaël Vangelista, je dis, waouh, c'est beau ça, tu vois, c'est joli, quoi, tu vois, musicalement parlant. Et elle me dit non, mais Béchac, c'est très bien, ça claque. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai appelé ça méthode Béchac. Mais après, les gens me disaient, mais c'est quoi méthode Béchac? Forcément, ils comprenaient pas. Donc j'ai mis en sous-titre ostéothérapie tissulaire réflexe. Donc Ok. voilà, voilà des tissulaires parce qu'on travaille sur les muscles, réflexes parce que je travaille sur des points réflexes, et ostéo parce que ça fait partie de la structure. Ostéo, ça n'appartient pas aux ostéopathes, hein, ça veut dire os en grec. Donc pour mélanger, voilà comment c'est né en fait, c'est né comme ça. Et ben, j'ai commencé à développer de plus en plus de formations et un peu toujours un amoureux du processus, comme je te disais. Un gars dans le sud m'appelle en me disant j'ai vu votre ce que vous faites, vous voulez pas venir former à Régus? Je dis Régus, c'est les cafés Régus, c'est à Bordeaux, moi. Je connais les cafés Régus. Il me dit non, c'est un village, il y a 600 âmes. Hein. Et me voilà parti avec ma bagnole, mon squelette, ma table de massage, aller former à 8 personnes à Régus, quoi. Tu vois, en mode balèque, quoi. Tu vois, comme tu dis si bien. Mais simple, de façon simple en fait, très humaine. Et puis ça a pris de l'ampleur comme ça. Et après, ce qui s'est passé,
c'est que dans cette formation, j'ai des modules et on me disait, mais tu peux pas nous faire une formation en ligne sur ces modules-là? Parce que venir à Bordeaux pour 2 jours, parce que j'ai des modules complémentaires à cette méthode. J'habite Marseille, donc c'était Jean-Paul qui me dit à Marseille, tu peux pas faire une vidéo de ta formation? Parce que venir en présentiel, Airbnb, le coût c'est cher. Et me voilà en train de filmer mes vidéos, mais ça m'a coûté 10 000 € à filmer, à monter, tout le bazar, j'y connaissais rien du tout. T'as pris une équipe de professionnels pour le faire? Ben oui, Ouais. je connaissais rien, donc j'en avais 10 qui étaient intéressés. J'ai vendu ça 100 balles, donc je peux dire que les 10 000 investis, ils n'étaient pas du tout amortis, hein. Ouais. Et, Ouais. et je dis, c'est pas grave, ça servira de support de formation pour les prochains. Et ça, c'était il y a longtemps, ça, ou pas? 2019. Ah, ça existait quand même déjà, l'industrie de la formation en ligne. Tu en avais déjà qui suivaient ce modèle. Moi, j'étais là. Mais toi, tu connaissais pas, en fait. Ben, je connaissais pas, et puis je l'ai fait que pour des élèves. Ouais. Et après, ben, il y a des gens qui m'ont contacté en disant, j'ai vu votre formation chez Jean-Paul. Est-ce que si je suis pas un de vos élèves, je peux acheter? Je dis, ben ouais, ok. Donc, non mais je vends comme ça. Et Ok. après, et après, je tombe sur un gars qui s'appelle Douchan, Jean Sic. Et Douchan, je le contacte parce que lui était spécialisé sur les formations en ligne, sur le marketing. Je paye un accompagnement pendant 6 mois. Je paye un accompagnement pendant 6 mois à hauteur de 250 € l'heure. Et donc, j'avais 4 heures par mois, 1 000 € par mois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me crée un tunnel de vente. Alors, ça peut paraître rigolo aujourd'hui parce que avec TinyPage, tu fais ça en un claquement de doigts, hein. Mais je crée un tunnel de vente. On fait la pub Facebook, on met Stripe Architect sur mon WordPress. Il me fait un Stripe Card, il me met du Stripe, du PayPal, des mails, enfin tout un bordel, je te Usine à jure. gaz. Une usine à gaz, mais pendant 6 mois, je le paye en fait. Et 6 mois, il y a Ouais. rien. Et novembre 2019, il me dit c'est bon, c'est prêt. Parce que je lui dis Douchan, c'est bien beau là, j'ai dépensé 6 000, 10 000 avec le vidéaste, et il me dit c'est prêt. Je dis comment ça c'est prêt? Mais il me dit on peut appuyer. Donc pub Facebook, hein, que de l'acquisition. Et là, c'était le 5 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils. On appuie. Et moi j'étais en Dordogne. On avait pris Podia pour héberger la formation en ligne. Tu vois, tout était prêt, tout était prêt. Et là, le premier mois, la formation était vendue 100 €. Je récupère 30 000 €. Premier mois. Waouh. Et je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi? Et moi, j'étais comme à la loterie, tu vois, j'avais les WhatsApp et les Stripe qui faisaient des bip 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 bip. Je dis, Ouais, ouais, ouais. Là, t'as qu'est-ce que, laissé les notifications. Tu deviens accro après. mais ouais, t'es là, bip 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 bip. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Et, Et parce qu'en plus, tu l'as pas vendu cher du tout. Je veux dire, 100 € pour une formation, c'est vraiment ce qu'on appelle du low ticket. C'est une formation pas chère. À l'époque, t'en avais, ils en vendaient à 2000 balles. Des formations sans accompagnement, juste des formations. Bon, c'était un peu limite parce que pour ce prix-là, c'est quand même bien d'être derrière les clients pour s'assurer qu'ils aient des résultats. Mais c'est énorme, ouais. 30 000 pour un premier lancement à 100 balles et t'avais pas d'upsell derrière, d'offres additionnelles, rien du tout. Ouais. et la vidéo, quand tu vois cette vidéo-là, je l'ai fait vraiment en mode, bah les couilles. Ouais. Non, mais je Bah, te ça le marche, dis, hein. Ça marche, hein. j'étais pas coiffé, pas rasé, j'avais un t-shirt de pub, mon jean, il avait un trou au cul et tout. Mais enfin, un truc, tu sais, le mec, il filmait, il me dit, ah, ça va prendre du temps. Je dis, non, non, il y a pas eu ça a été one shot. Il a filmé, filmé. Et il me dit, ah non, attends, là, je décale la caméra, donc refais le geste. Mais comme c'était une formation que je faisais en présentiel, bah, en fait, c'est comme si j'étais devant les gens, j'avais un modèle et je pratiquais, en fait. Donc, c'était hyper simple. Ça m'a pris une demi-journée à filmer. C'est Hmm. tout, quoi. T'as pas eu des blocages, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, même des gens qui ont déjà une activité ou qui font du présentiel, ils sont intimidés par la caméra et dès que tu leur mets une caméra devant, ils se figent ou ils ont du mal. Toi, tu as juste à parler et ça s'est fait tout seul ou t'as eu des petits blocages? Non, parce que, mais pourquoi j'ai pas eu de blocage? Parce que j'ai fait ce que je t'ai expliqué avant. Ah oui, la respiration. Non, mais je me suis mis dans mon état, j'ai régulé mon système nerveux, j'ai apaisé Hmm. les trucs, et je me suis dit, c'est du jeu, on s'amuse. C'est quelque chose que je fais en présentiel déjà. Quand j'ai des élèves, ben là, tu le fais, tu as un élève qui est là,
En face, t'imagines que ce sont des élèves autour d'une table et tu vas faire ce que tu fais, transmettre et t'amuser. Et je me suis Hmm. amusé. Et quand tu vois la vidéo, au niveau physique, alors le son était bon parce que c'était un pro, etc. Mais moi, dans ma posture, t'as l'impression que je fais ça dans ma cuisine, quoi. Est-ce que finalement, ça transmet pas une forme d'authenticité et les gens sentent que tu es humain et comparé à des vidéos un peu trop parfaites, bien propres sur soi, des mecs en costard et qui essaient d'être bien vus. Moi, je pense que les gens préfèrent, hein. Mais je suis d'accord avec toi, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Hmm. Et moi, j'ai fait le prix de la formation. Alors, il était dérisoire par rapport au contenu. Il y en a plein qui m'ont dit, putain, t'aurais pu vendre ça 500 euros. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais pas fait ça pour ça. Et là, il y a 5000 personnes qui ont pris cette formation en ligne. 5000. Donc, tu as fait 500 000. Ouais. Alors, sur 3 ans, hein, ça n'a pas été sur un an. Donc, Ouais. l'entreprise, elle a fait ça. Et puis après, pareil, on revient me voir. Ouais, tu peux pas faire une formation sur un autre petit module? Je fais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par une formation sur un module, sur un sujet précis que les gens te demandaient, c'est ça? Ouais, j'ai mes élèves dans ma grosse formation. Je fais une initiation à une technique qui s'appelle la méthode KNAP, qui est une méthode de d'acupression. Bon, c'est simple, tu vois. Et ils me disent, comme c'était une initiation, ils disent, pour faire une formation complète sur KNAP. Hmm. Je dis, bah ouais, mais enfin, je dis, les gars, elle est simple la méthode quand même. Ouais, mais bon, t'expliques bien. Ok. Je fais pareil. Là, ça a duré 1 heure et demie, 2 heures. Je fais la formation. Ça m'a pris tellement peu de temps que j'avais honte de vendre ça à plus de 50 balles. Donc je vends ça 47 euros. Ouais. Il y a 9000 personnes qui l'ont acheté. Putain, c'est fou, hein. Si ça se trouve, si tu l'avais vendu à 100, tu aurais eu autant de ventes, hein. Mais ouais, mais à chaque fois on dit, ouais, putain, c'est vraiment pas cher ton truc par rapport à la qualité. Mais moi, je fais ça par rapport au peu d'énergie que j'avais mis en place. Tu comprends? Je Hmm. dis, ah, ça m'a pris 2 heures. Les gars, 2 heures. Et après, ben, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais des formations en présentiel et en distanciel, les deux. Dans les 14 000 élèves, c'est mélangé, hein, c'est pas 14 000 présentiels, hein, c'est les deux. Donc la plus basse formation est à 47 et la plus haut à 2 000 € en présentiel. Et voilà comment c'est. Et alors après, j'ai eu d'autres problèmes, quoi. Ça m'a causé beaucoup trop de problèmes. Enfin, parce que quand l'entreprise se développe vite, bah, j'ai un ami qui m'a dit, il y a deux façons de planter une boîte, ou d'avoir trop de clients ou pas assez. Mais moi, j'en ai eu trop rapidement. Et donc, j'ai dû Ouais. structurer. Alors, j'ai pris un E-spot, un machin. Alors, j'ai écouté le dernier couillon qui donnait un avis, qui était un expert. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais, je vais scaler ton business, je vais faire x3. Je me suis fait, voilà. Putain, c'est vrai que moi, j'en ai eu beaucoup, des mecs comme ça qui viennent me voir en message privé, ils me font des promesses mirobolantes. J'imagine qu'il y en a, c'est un peu du bullshit. Ben, moi, je me suis fait balader parce que, tu sais, je suis allé sur Malte et j'ai cherché un expert, par exemple en automatisation à l'époque. Et je tape expert et automatisation. Je vois que des experts. Alors je prends le premier, je dis écoutez, il y a un problème. Vous êtes tous experts. Si vous êtes tous experts, personne ne l'est, quoi. Ah, c'est juste tous les experts sont rassemblés au même endroit, quoi. Tu sais, je suis respirant. Ouais, mais tout le monde est respirant, donc personne n'est respirant. Et il me dit oui, c'est vrai. Il me dit c'est vrai, mais on met expert pour remonter dans les, tu sais, dans les recherches sur Malte. Bon, mais moi je cherchais vraiment quelqu'un qui avait de la bouteille, quoi. Ben, j'ai pris un premier expert, je me suis fait plumer, et qui n'était pas un expert, parce que l'expertise c'est 10 000 heures hein, quand même. Bah, il y a un peu ce mantra américain, c'est fake it until you make it, hein. Tu dis je suis un expert, mais t'en es pas vraiment un, dans l'espoir qu'un jour t'en sois un. Voilà, mais moi je cherchais quelqu'un Ouais. qui était un peu senior déjà. C'est difficile, hein, je trouve, de trouver des bons prestataires qui ont vraiment une expertise et qui font du bon, et surtout qui sont pros. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des freelances où en fait, c'était pas tant leurs compétences qui posaient problème, c'était plus la communication, c'était le respect des délais, professionnalisme. Et j'ai eu pas mal de frictions par le passé avec les collaborateurs aussi. Et, ouais, et puis là, du coup, je passe dans une phase où la simplicité que j'amène dans la vie, je suis en train de l'appliquer à mon entreprise. Voilà, là, je suis en train de faire le ménage, de nettoyer mes outils, parce que j'en ai plein d'outils, entre mecs, Airtable, Zapier, HubSpot. Tu es là, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Il faut venir sur Tiny Pages. Mais je t'en parlerai, on en reparlera en off, parce que j'ai Ouais. ouais, sur un projet que je développe et je vais
parce que j'avais vu avec mon fils et qui travaille avec moi, qui m'avait dit c'est très bien ce qu'a fait Emilio, mais par rapport à notre bordel, c'est trop compliqué à intégrer. Et donc je pense, enfin, je vais partir avec toi, mais sur un autre projet que j'ai. Parce que Ok. je fais de l'accompagnement aujourd'hui. On me sollicite pour euh, donc l'accompagnement sur de la santé intégrale et aussi aider des gens à développer leur formation. Parce que moi, tout ce que j'ai mis en place depuis longtemps, ben, j'ai acquis de l'expérience. Et j'ai des gens qui ont développé des formations qui n'arrivent pas à les vendre, en fait, à les commercialiser. Ils ont des problèmes de copywriting, enfin, de présentation, bah, plein de choses. Plutôt des thérapeutes. Oui, thérapeutes et qui ont lancé qui font des formations avec des gens qui sont alors bien installés, hein, des gens sérieux, mais qui ont du mal à commercialiser, tu vois. Ok. Et voilà, ils me disent, mais toi, tu as su faire, est-ce que tu pourrais pas nous accompagner? Donc là, c'est plus de l'accompagnement euh, sur différents domaines, c'est pas forcément technique, tu vois. La technique, je passerai la main à d'autres personnes, bien entendu, mais sur le côté, par exemple, la façon de parler en public. Moi, je me suis formé à la rhétorique, à l'éloquence, à des choses comme ça. Donc, avoir un discours impactant, ça s'apprend. Tu Hmm. vas capter l'attention des gens, comme tu l'as dit. Ça passe par l'authenticité, l'éthos, le logos, le pathos, etc. Ça s'apprend. Et moi, j'ai des gens, bah, ils sont pas du tout attirants, quoi. Et alors, ils sont docteurs en bidule, ils ont des CV longs comme le bras. Mais 3 minutes de vidéo, tu t'endors, quoi. Vraiment, tu t'endors. Et donc, à ça à travailler. Leur système d'acquisition est pas bon. Bon bref, donc on me sollicite là-dessus. Donc Ok. voilà, et ben, je me suis dit tiens, je vais y aller aussi parce que ça me plaît bien. Ouais, effectivement, c'est beaucoup d'experts, c'est un peu le problème. Ceux qui ont une expertise profonde sont rarement les meilleurs communicants. Ceux qui sont le plus capables de transmettre cette expertise de manière pédagogue et intéressante. Et c'est pour ça que ça cartonne. Je ne sais pas si tu vois, tu as beaucoup de podcasts qui invitent justement des experts qui tout seuls seraient un peu chiants, un peu trop théoriques. Mais comme l'hôte du podcast sait les relancer avec les bonnes questions, etc., ça donne lieu à des contenus qui cartonnent. C'est deux compétences complètement différentes. Ta compétence à toi, avec laquelle t'aides tes clients, et puis après le marketing, savoir bien communiquer sur les réseaux, savoir se vendre, c'est pas évident, ouais. C'est sûr qu'il doit y avoir un gros besoin là-dessus. Ouais. Et aussi si je peux donner une petite piste parce que tu m'as demandé des outils pratiques, etc. Je t'en donne un qui pour moi est très intéressant pour rester simple. On a été élevé dans le monde du ou. Tu es ou ingénieur ou artiste, ou marié, Oui. ou célibataire, ou ceci, ou cela. C'est le monde du ou. Moi, ce que j'ai vécu de mon expérience éminente, c'est que là-haut, c'est le monde du et. C'est, je peux être ingénieur et créatif, et ceci, et nomade, et célibataire, et. Tu vois? Et donc, moi, je peux être thérapeute, praticien en santé, et aussi quelqu'un qui accompagne pour développer des formations, et aussi conférencier, et aussi, tu vois? Et, Hmm. et pas où. Et voilà, ce monde du où, c'est un monde qui est chiant, quoi, parce que c'est un monde de cases, de boîtes, comme tu as dit. Tu vois, boîtes. Le monde du et, c'est quelque chose qui ouvre, qui expanse. Tu vois, le monde du où renferme les boucles. Le monde du et ouvre les boucles. C'est un peu le verticalité vs horizontalité, soit tu es spécialiste, soit tu es... Après, évidemment, si tu es généraliste sur plein de sujets, tu auras moins de temps et d'attention pour creuser chaque sujet en profondeur, mais après, ça peut donner lieu à des connexions uniques entre différents sujets. Oui, mais t'es pas obligé d'en faire un métier, forcément. Tu vois, tu Hmm. peux très bien être ingénieur chez Thales et puis le soir être jardinier à plein temps parce que tu adores creuser ta terre, etc., etc. Tu vois, t'es et jardinier et ingénieur. Tu vois l'idée? Donc t'es pas forcément obligé d'en faire une profession, euh, Ouais. mais se pouvoir sortir de cette étiquette euh, et comment exprimer ta singularité dans un monde de conformité, tu vois. Et il y a une cliente qui m'a fait ce plus beau compliment, qui n'était pas un compliment pour elle apparemment, mais pour moi, je l'ai pris comme ça, les perceptions. Elle me dit, on m'a dit que vous étiez bizarre, mais ça fonctionne. Et je dis, oh, merci pour le compliment. Et elle me dit, c'en était pas un. Je dis, ben, je le prends comme tel. Ouais. Et ouais, je suis bizarre. Et alors, on s'en fout si ça fonctionne. Tu vois l'idée? Ouais. Ouais. Et je peux être et bizarre et que ça fonctionne. Bon, bref, voilà. Donc, ce monde duet, euh, bah, je trouve il crée une ouverture.
Et du coup, tu as aussi un groupe aujourd'hui où tu accompagnes des thérapeutes, où tu les aides à développer leur clientèle, c'est ça? Qu'est-ce que c'est concrètement? Ah là là, ben ouais, là, je vais peut-être pas me faire des copains, mais ça va te plaire à toi. Ouais, Euh, ouais, en fait, il y a 2 ans, il y a 2 ans, une élève avait pris un accompagnement avec des gens pour développer leur activité. Tu sais, les gourous du marketing sont à Dubaï, là. mm, Bon, bref, ça coûte un bras et elle a eu zéro résultat. Et, euh, et par contre, elle avait vraiment appliqué. Parce que tu sais, les gens qui disent j'ai pas de résultat et j'applique pas, ben, ferme ta gueule, quoi. Voilà. Le scepticisme, le vrai scepticisme, moi je suis sceptique, c'est je prends pas pour argent comptant ce qu'on me dit, j'expérimente et après je fais mon opinion. Voilà, je me positionne. Aujourd'hui, les gens disent je suis sceptique, t'as essayé? Non, bah, ouais, passe ton chemin, quoi. Tu me fatigues, quoi. Expérimente et reviens vers moi, quoi. Et elle avait vraiment fait toutes les étapes, très sérieux, machin. Zéro résultat. Et elle me dit comme ça, moi j'étais un peu attristé par son expérience. Et je dis, mais comment t'as pu te faire avoir, Émilie, machin. Et elle m'explique. Et elle me dit comme ça, une balance, ouais, mais toi tu ne proposes rien. Ouais, petite balle perdue, tu vois, tranquillou. Et j'ai fait, t'as raison, je propose rien dans ce domaine, parce que pour moi j'étais centré sur thérapie manuelle. Et ouais. ça a à peu près mis 2 ans à maturer. Et je me suis appuyé, parce que je suis maître pâtissier en PNL, je me suis appuyé sur la modélisation, c'est-à-dire avec un copain, on a travaillé sur comment j'étais arrivé à ce résultat-là. Comment j'avais réussi à passer, parce qu'avant j'ai eu une entreprise hein, avec des salariés, j'ai fait un burn-out avant de reprendre mes études pour être thérapeute, tu vois, à 38 ans. Comment je t'ai passé d'un burn-out à reprendre mes études, à développer mon activité, à passer à 200 personnes en moins d'un an, alors qu'il y en a, ils mettent plus de 10 ans sans attendre la moitié de ça, à créer une formation, à avoir 14 000 personnes, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce qui s'était passé? Et, et ce qui s'est passé, qui a été décortiqué, ben, c'est 3 piliers importants. C'est se comprendre, se connaître et se connecter. Se comprendre, on travaille sur le corps physique, le véhicule, on en a parlé, la physiologie, etc., la perception de la réalité, des choses comme ça. Se connaître, on va travailler plutôt sur les peurs, les croyances. Je te la fais courte, hein, sur ce je fini, je infini. Et se connecter, on est plus dans de la spiritualité incarnée, sur comment j'impacte le monde à partir du sens que j'ai compris dans un monde qui n'a pas de sens. Je te fais ça très très court. Et je sors ça comme ça. C'est pas destiné à développer l'activité. En fait, ça va bien plus loin que ça parce que c'est de la transformation intérieure. Et développer son activité n'est que le résultat d'un processus intérieur. Tu vois un peu l'idée? Ouais, bien Et sûr, ouais. voilà, moi, c'est pas un objectif de développer l'activité. C'était pas un objectif d'avoir 100 personnes par mois, 200 personnes, 14 000, enfin, m'en fiche de ça. Moi, j'aime le processus. Et c'est ça que je propose. Donc, c'est à l'opposé de ce que proposent d'autres personnes qui disent faites du marketing, allez sur Facebook, les algorithmes, les ads, machin, faites 3 Instagram par jour, blabla, pour avoir des gens dans votre cabinet. Moi, je leur dis le chemin que je vous propose, je cherche pas 300 moutons, mais 20 guerriers. Ce sont des gens qui ont conscience que ça va prendre 3 à 6 mois, que c'est pas magique, parce que là, c'est des remplis ton cabinet en 3 jours par un challenge. Gagne 10 000 euros par mois. Ça, les gens y croient de moins en moins quand même, j'ai l'impression. Il y a- Ils y croient, mais ils sont tellement bombardés par les réseaux qu'il y en a qui se font avoir quand même, hein. ouais, ouais. C'est des accompagnements à 6 000 euros. Ça coûte un bras. Ils ont des procès partout, mais ils sont inattaquables parce qu'à Dubaï, ils sont pas en France. Moi, je suis désolé, je suis à Bordeaux. Et tu connais Bordeaux. J'ai 4 enfants. Absolument. Ma petite dernière, elle a 11 ans. J'ai pas envie qu'elle me dise, eh, papa, Nina, elle a dit que tu étais un arnaqueur parce que sa mère, elle a pris un accompagnement avec toi, quoi. Non, mais sérieux, tu t'en rends compte? Je- Mais de toute façon, ta réputation, c'est un de tes actifs les plus précieux. Si tu es là sur le long terme, si tu fais des mauvais produits, si tu respectes pas les clients, ça va te retomber dessus. Tu vas jamais tenir Dans dans ce ce Et puis ça va métier-là. très très vite. Dans ce métier-là, ça va très très Ouais. vite, hein. 3 avis et ça te défonce, hein. Bon voilà, donc je propose ça depuis un mois, d'accompagner les thérapeutes, grosso modo, pour développer leur activité, mais leur expliquer que ce sera qu'une conséquence et un résultat. Tu vois, plus quelqu'un a du monde dans son cabinet, plus il a réussi à dépasser des peurs, des croyances, etc., etc. Parce que les thérapeutes, ils ont des problèmes de légitimité, syndrome de l'imposteur, de confiance en eux, d'estime d'eux. Il y a beaucoup de problématiques qui font qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est pas en allant faire les gogos sur Instagram que ton syndrome de l'imposteur va disparaître. Donc, je Ouais. propose une autre voie, qui est une voie basée sur le désir, la foi, la persévérance, le travail en groupe,
qui va amener à que ton cabinet se développe, mais bien plus loin que ça. Tu vas travailler sur ta posture, ta légitimité, ta singularité, ton mindset, ta productivité. Voilà, tout un programme. Il y a 3 piliers. Dans chaque pilier, il y a 4 modules. Dans les 4 modules, il y a 10 vidéos. Enfin voilà, donc il y a un peu plus de 120 vidéos. Il y a des exercices, de l'accompagnement, des WhatsApp. Enfin, c'est tout un programme que j'ai pensé, un parcours. Les thérapeutes, tu les aides à développer leur cabinet physique ou à construire une activité en ligne? Non, là, c'est développer leur activité physique, essentiellement. Ok, Ça, c'est d'accord. la, j'ai cette partie-là, mais j'ai, du coup, j'attire là, depuis quelque temps, des personnes qui sont praticiens, thérapeutes ouais, ou dans le breathwork aussi, tu sais, la respiration, Mhm. tu vois, ou dans d'autres domaines, et qui veulent que eux, je les aide pas à remplir un cabinet, à mettre du monde dans leur cabinet, mais à développer des formations. Voilà, qui sont en présentiel ou en ligne. Ça, c'est nouveau, ça. Mais je vais m'appuyer sur ma méthode, sur la méthode des 3C. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait à la méthode des 3C? J'ai fait la même chose que j'ai fait avec l'ostéothérapie. C'est-à-dire que j'ai pris tous les enseignements et les expériences que j'avais eues qui étaient les plus importantes pour moi et en 10 ans, 15 ans, je les ai gardés, ça. Tu vois, je les ai gardés. C'est comme ces bouquins que tu relis 2, 3 fois. Tu les as toujours. Tu vois, qui t'ont marqué. Ouais, Mais moi, j'ai pris ces méthodes dans sur le corps physique, le corps mental, émotionnel et la spiritualité et machin, qui étaient les plus impactants pour moi et que j'utilisais encore aujourd'hui, en fait, au quotidien. C'est ceux-là qui résistent au temps. Et Hmm. tu prends, je vais dire une bêtise, mais tu sais, le développement personnel, hein, moi, je suis plutôt dans le dépouillement personnel. C'est pas mal Euh, ça. Ben ouais, parce Je que connais j'ai pas. compris. Mais j'ai compris. Il y a une personne qui m'avait dit, ouais, tu sais, alors je fais ci, je fais ça, j'additionne, et j'additionne et j'additionne, je prends pas, pam, pam, pam. Puis elle me dit, j'ai fait un burn-out parce que tu me comprends. Elle me dit, tu comprends, à force de, et à un moment donné, il faut bien payer l'addition. Tu sais, j'additionne des compétences, j'additionne des machins, j'additionne. Faut bien payer l'addition. Et je lui dis, mais est-ce que tu as pensé à soustraire avant de payer l'addition? Et moi, je vois des gens, ils développent développement personnel. Il y en a, ils me disent, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. Et alors, ben, j'ai toujours un problème de confiance en moi. Il n'y a pas un petit problème là 20 ans et t'as toujours ce petit caillou dans la pompe? C'est quand même emmerdant. Donc moi, je propose quelque chose de différent qui est plutôt lié au dépouillement, c'est-à-dire retirer des choses et plugger des choses simples mais qui fonctionnent. Ouais, par exemple, ce que tu veux dire, c'est par exemple retirer des mauvaises habitudes, plutôt que d'essayer de rajouter des routines, se lever tôt, douche froide, ces trucs-là. Voilà. Mais par exemple, si tu en développement personnel, si tu lis Socrate, si tu lis Marc Aurèle, tu prends Spinoza, Jung, Bergson, bah tu as 100% du développement personnel aujourd'hui. Mais après, on l'a tellement complexifié, c'est ça complexifié. Oui, alors la pensée récursive de Jung intervient sur le système neuro-autonome qui te permet une métacognition de tes ombres karmiques. Waouh! C'est magnifique, c'est très complexe. Tu dis qu'est-ce que ça nourrit l'ego, mais au final, ça veut dire quoi? Ben quand t'as envie de chialer parce que t'es en colère, et ben chiale un bon coup parce que faut faire sortir ta colère, quoi. Tu vois l'idée, quoi. Et Ouais, donc moi je reviens un peu à des enseignements, je m'inspire des choses qui sont un peu plus pragmatiques et qui sont actionnables et d'arrêter de prendre les gens pour des couillons, alors mettant des ouais. tartines de neuroscientifiques, neurosciences, machin, à tirer l'arigot pour masquer ton manque de profondeur. Voilà. En fait, le paradoxe avec la simplicité, ça fonctionne, les méthodes les plus simples sont souvent les meilleures, mais beaucoup de gens n'y croient pas et ils ont besoin d'un emballage de complexité pour avoir l'impression que ça fonctionne. Parce que si c'était si simple, ça se saurait que ça marche. Alors que quand on commence à inventer des mécanismes alambiqués, voilà, avec ma méthode, par exemple pour la musculation, t'en as plein qui vendent des, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de pousser des poids avec une bonne forme. Et puis voilà, mais t'en as qui vont inventer des trucs. Il faut que tu aies un temps sous tension à chaque série de 40 secondes. Les gens ont besoin de complexité pour croire. C'est un peu paradoxal. C'est pour ça que ça marche. Quand tu leur vends des méthodes complexes, ils ont l'impression que ça va mieux fonctionner. Mais moi, ce que je fais, c'est que je pousse la complexité à l'excès pour montrer la, la, l'imposture de ça. Je les pousse tellement qu'ils comprennent plus rien et je dis, est-ce que tu veux comprendre ou est-ce que tu veux faire?
ce que tu fais dit qui tu es, pas ce que tu penses être. Tu comprends ça? C'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu incarnes dans le monde, dit vraiment qui tu es. Tu vois? Pas ce que Oui, tu penses être dans ta tête, quoi. Tu vois? oui, La oui. tête, elle est complexe. 80% de nos signaux nerveux partent du corps, vont au cerveau. 20% du cerveau au corps. Or, on habite 80% dans sa tête. Mhm. C'est complètement inversé, en fait. Le plus dur dans les exercices physiques, pour moi, c'est de poser le tapis. Une fois que j'ai posé mon tapis, eh ben, je commence mon sport. Le plus dur, c'est de mettre le tapis. Ouais, ouais, le démarrage. Le démarrage. Et pour ça, j'utilise ce qui a été popularisé par Mel Robbins, c'est le 5-4-3-2-1. Entre ce que ton corps sent, il sait ton corps qu'il faut faire l'exercice physique. Il le sait, c'est bon pour lui. Si tu Ouais. actes pas dans les 5 secondes, ton mental va prendre l'histoire, il va dire non, c'est pas le moment, tu comprends, il fait un peu froid, puis là j'ai un peu mal au genou, et puis j'ai le cul qui me gratte, et puis tiens, je vais me taper une petite bière. Terminé, c'est terminé, tu fais plus Mhm. ton exercice physique. Ton corps il dit, tu vois l'haltère, moi j'ai une kettle, je fais de l'exercice polyarticulaire avec une kettle. La kettle elle est sous mes yeux là, je peux te la montrer, tu vois, je la sors, regarde, elle est là, elle est dans mon Ok, salon. ouais, Ok. super. Bon voilà. Et déjà elle est à ma vue, comme ça j'enlève les problèmes de tension. Ouais, parce que si elle est planquée dans un placard, tu vas pas y penser. Il n'y a pas l'ancrage visuel dans ton environnement, ouais. Et je vois mon truc, et là, je fais 5, 4, 3, 2, 1, et je me lance dans mes exercices. Ok, ouais. Tu fais ça quand tu te prends une petite pause ou à n'importe quel moment ou t'as une structure? Ben non, Ouais, moi j'aime bien faire du NEAT, ce qu'on appelle le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Alors, excuse-moi pour mon anglais dégueulasse, mais ça veut dire faire des exercices qui ne provoquent pas une augmentation thermogénique du corps, c'est-à-dire qu'ils vont pas te faire transpirer. d'accord. Je croyais qu'il fallait transpirer parce que ça évacue les déchets. Non, 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 non. Le truc le plus simple pour mettre quelqu'un en mouvement, c'est pas de lui dire d'aller prendre des chaussures, d'aller courir ou de faire de la muscu. C'est de lui faire faire des exercices que faisaient nos anciens, les paysans, à l'époque. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant que le café coule, je fais 10 squats. Ok, ouais, tu trouves à n'importe quel moment. Je suis en jean, je suis en t-shirt, ça va pas me faire transpirer 10 squats, hein. Ouais. Tiens, je vois ma kettle, je fais 10 swings. Je pose ma Ouais. kettle. Tu vois l'idée? Je téléphone, je marche. Moi, je fais tous mes Ouais. appels Ouais. en marchant. C'est pas compliqué, c'est machin. Et ça, quand tu fais tes petits exercices toute la journée, qui te demandent pas beaucoup d'efforts physiques, que tu peux faire, t'as pas d'excuses parce que tu peux faire ça habillé, tu peux faire des fentes, tu te balades comme ça, t'as des tractions au-dessus de ma porte, j'ai une barre à traction, mais je passe, je fais 2 tractions, je pars. Sauf que les gens oublient, tu sais, le bouquin de Darren Hardy sur l'effet cumulé. Un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, celui-là. Excellent. Ouais. Si tu fais 10 pompes par jour, au bout d'un mois, il n'y a rien qui se passe. Au bout d'un an, t'es plus le même gars, hein. Ouais. Bah, 10, c'est pas énorme, mais c'est bien mieux que rien, c'est sûr. Non, mais tu associes l'effet cumulé avec le Kaizen, c'est-à-dire la politique des petits pas. C'est-à-dire le premier mois, tu en fais 10 par jour, le deuxième mois 20, le troisième mois 30, le deuxième mois 40, accélère comme ça. Ouais. Dans un an après, t'es plus le même, hein. En fait, les gens ont du mal, je pense, à se projeter à long terme. On veut les résultats rapides et on veut commencer trop fort aussi. On a du mal à commencer petit et viser grand. On veut commencer gros et avoir les résultats très vite. Voilà. Mais si tu mets en place des systèmes qui limitent la contrainte, la friction, Ouais. ben, la personne va plus s'engager. Tu vois, moi, dans mon enseignement, le but, c'est de délimiter la friction entre le ressenti du corps et la mise en action et le mouvement. En thérapie, moi, ce que j'ai appris dans mes formations, c'est le mouvement, c'est la vie et la vie, c'est le mouvement. OK? Mais le mouvement, il doit être physique, émotionnel et mental. Il n'est pas que mental. C'est pas que ça tourne que dans ta tête. Tu vois Bien l'idée? sûr. Parce que la procrastination active, c'est du mouvement dans la tête, c'est du vent dans la tête. Le mental marche mieux quand tu es en mouvement physique, quand tu vas marcher. Ou... Tu sais d'ailleurs, quand on s'est fait un appel il y a quelques mois, je crois, tu m'avais montré ton fils en train de marcher sur le tapis. Et j'ai vu ça, je connaissais pas. J'ai trouvé ça génial. J'en ai acheté un. Maintenant, j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps, j'adore. Et tu sais que c'est très très ancien. C'est Socrate qui avait développé, je crois Socrate. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est Socrate, c'est pas Aristote. Je pense que c'est Socrate qui avait développé le mouvement péripatéticien. Ça, c'est autre chose, ça, péripapéticienne. Non, 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 non. Justement, ça a été détourné et c'est le sens est le même. La péripatéticienne, c'est une prostituée. On est d'accord?
Oui, Pourquoi? voilà. Parce que la prostituée, marche sur le trottoir. Elle marche. Elle D'accord, arpente ok. le trottoir. Et le mouvement péripatéticien, c'est Socrate qui avait développé ça, qui avait compris, à l'époque, on est moins 300, moins 400 en JC, hein, qu'il avait compris qu'en marchant, l'apprentissage était meilleur. Donc en fait, il enseignait ses étudiants en marchant. Donc ça, on appelle ça le Hmm, mouvement péripatéticien, c'est un mouvement d'apprentissage par la marche. ouais. Et j'ai expérimenté ça il y a pas longtemps avec ma fille de 14 ans. Problème émotionnel, machin, etc., etc. Bref, elle était dans un état émotionnel et je lui dis, Anna, viens, on va marcher. Ouais, mais moi, on y va, on marche. Et on a marché comme ça et elle m'a parlé de son problème et tout. Et quand elle est rentrée, elle était totalement apaisée. Elle avait compris Hmm, des trucs, elle a dit, ah oui, je comprends, mais machin, etc. Ça a été lumineux pour elle parce que la marche a permis, de réguler son système nerveux, donc de descendre de sympathique à parasympathique, à créer des connexions neuronales, tu vois, à entendre et écouter ce que je lui disais en apprentissage, en mémorisation. Il y a l'école, le problème, c'est que le docteur Lefébure l'avait développé, c'est qu'il avait il avait démontré que le balancement améliorait l'apprentissage. ok. Et quand tu vois en islam, ils récitent le Coran en se balançant comme ça, c'est pour l'apprentissage, pour mieux apprendre. Or, nos D'accord. enfants, à l'école, quand ils commencent à bouger, on leur dit, Kevin, bouge plus, reste, tiens-toi tranquille. Mais en fait, c'est un état naturel de créer du mouvement pour apprendre. Ouais, moi, j'étais tout le temps comme ça, je me balançais sur ma chaise à l'école. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais c'est l'enfant, le corps sait, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Le corps, il sait très bien que le mouvement va favoriser l'apprentissage. Donc, il va le faire naturellement. Sauf qu'on dit, arrête de bouger. Mais non, continue à bouger, en fait, parce que tu apprendras mieux. Donc, tu vois, c'est des choses simples à Hmm, mettre en place, moi, je trouve, et qui donnent des résultats assez surprenants. Ma théorie, moi, sur la marche, c'est que tu vas marcher, tu réfléchis et tu associes aussi des idées à ce que tu vois. Ça stimule tes sens. Tu as la vue, tu as l'odorat, tu as peut-être les odeurs. Tu es dans un environnement très riche et je trouve que ça crée des connexions beaucoup plus rapidement. Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui est comme ça ou si c'est commun, mais quand j'ai une idée, 6 mois plus tard, moi j'écris tout. Je peux relire cette idée et je me rappelle exactement où j'étais en train de marcher quand j'ai eu cette idée-là. J'étais dans ce parc, à tel coin, là, en train de marcher. Et ouais, je me rends compte à quel point le cerveau fait des connexions tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça aussi, ouais, je pense que c'est bien plus efficace ouais, pour l'apprentissage, d'être dans un environnement qui bouge, où ça change. Et puis, comme tu le sais maintenant avec tes 9 sens, tu vois, t'as pas que tes 5 sens, t'as ta proprioception, donc ta ah bah marche, oui. ta façon. Ouais. Non, mais voilà, ton corps va se réguler au niveau de la température, etc. Et ça, donc t'es bombardé d'informations. 11 millions par seconde, c'est quand même énorme, tu vois. Et oui, créer des connexions avec le DNM qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut prendre un petit carnet, comme tu dis, et noter. Et c'est top, quoi. Moi, j'adore ça. Ouais, j'ai toujours mon carnet, j'ai toujours pas remplacé ça par des logiciels, je trouve que c'est imbattable. Et puis, tu vois, c'est con, mais l'écriture, moi aussi, j'ai 50 000 carnets. L'écriture, ça stimule aussi des sens que ne vont pas stimuler les logiciels. Parce que Obsidian, Oui. etc., c'est bien pour le second cerveau, on est d'accord. Mais l'écriture, moi, j'écris à la plume. J'adore le bruit que fait la plume sur le papier. Ouais, t'as la connexion main-cerveau, ça, en fait, tu retiens mieux parce que ça sollicite plus de sens quand tu écris. T'as le toucher, t'as la sensation sur le papier. Ouais, puis tu vois ça, regarde. Tu vois les cartouches d'encre. Attends, ça faisait bien 10 ans que j'avais pas vu cet objet. J'avais ça à l'école, quand j'étais gamin. Exactement. J'ai une fille, enfin une consultante qui est venue me voir au cabinet et j'avais ça sur le truc. Elle me dit oh là là, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vu quelque chose comme ça, une cartouche d'encre. Mais moi j'ai mon stylo encre et j'aime beaucoup Ouais. écrire à l'encre parce que il y a la plume et le bruit, c'est pas pareil en fait. Ok. Top. Ouais. Bon voilà, ma fille me dit que je suis un extraterrestre, tu vois. Mais bon. Bon, ben, on arrive à la fin, ça fait longtemps qu'on parle. J'ai un petit rituel, tu vas bien aimer ça, j'ai un petit rituel à la fin des épisodes de podcast. Je pose la mitraillette de questions, donc plein de petites questions. Tu as 60 secondes pour répondre à chacune. Je vais juste les ouvrir sur mon téléphone. Quel est le dernier livre qui t'a marqué? Naval Ravikant, l'almanach de Naval Ravikant de Jorgensen. Génial, un de mes livres préférés aussi, pour l'entrepreneuriat
et la philosophie aussi sur le bonheur. Ouais. Quelle est ta citation préférée? Celle de René Char, qui dit: impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Quelle est la chaîne YouTube ou le podcast qui t'apporte le plus de valeur en ce moment? Ah, ça dépend, c'est dur ça. Je dirais Métamorphose, Métamorphose, allez. Mais De qui? 1000%. Métamorphose, c'est Anne Guéquier. Ok. C'est un des podcasts les plus connus sur la santé, mais 1000%, le tien, là, tu vois, récemment, j'ai écouté quasiment tous tes épisodes, donc ce serait difficile. Ça dépend de mon énergie du moment, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une app mobile ou un logiciel que tu kiffes particulièrement? Si c'est celui c'est 7 minutes. C'est une application de physique. Ça s'appelle Seven, c'est 7 minutes, où tu as juste un petit parcours de 7 minutes à faire tous les jours. Donc on rentre dans le côté tu sais, de faire des exercices tous les jours. C'est ultra simple, c'est guidé, Ouais. c'est tout couillon, mais alors moi je trouve ça génial. En 7 minutes, tu fais différents types d'exercices. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un objet ou un gadget qui améliore ton quotidien? Le kettlebell peut-être. Alors, ouais, sans réfléchir, la kettle. T'allais en montrer un là, t'allais en montrer un autre. Non, parce que là, je suis en ce moment, je teste le régime cétogène, Ouais. et donc j'ai un petit marqueur comme ça pour mes taux de glucose et de cétone. Et Ok. mais bon, c'est de l'expérimentation. J'ai fait du régime intermittent, enfin un nomade, c'est un repas par jour pendant 8 mois. Et là, je teste intermittent cétogène. Non, mais la kettle, je la porte partout. Je pars à l'hôtel, je mets ça dans la bagnole, partout je la mets. Dans la valise, tu prends l'avion avec. Bon, pas l'avion. Quand je me déplace Ouais. chez ma compagne, j'ai un, ouais. Ok. Non, non. Mais Super. ça, oui. Qu'est-ce que les gens trouvent bizarre chez toi? Ma mémoire. Ta bonne mémoire? J'ai une mémoire apparemment et même des professionnels de santé qui sur le CV ont beaucoup plus d'études que moi me disent mais c'est incroyable tout ce que tu peux retenir. Moi je lis des livres et je les retiens quoi. Tu vois donc des citations. Il y en avait un, je crois que c'était Idriss Aberkan qui disait c'est rare d'avoir quelqu'un qui quand il a 5 citations c'est qu'il les a appris par cœur. Mais au-delà de moi, j'ai 40 citations dans ma tête qui viennent comme ça instantanément sans les avoir appris parce que je les ai lues. Il y a de l'émotionnel et je les retiens quoi. Donc j'ai Hmm. énormément de mémoire. Enfin, je me suis rendu compte, on me l'a dit, enfin comme ça, j'ai énormément de mémoire. Oui. On Ok. m'appelle on m'appelle Wiki. On dit au lieu de dire Wikipédia. au lieu de dire dis Siri, dis Cyril, tu vois. Voilà. Ah ouais. Ouais, ouais. De quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? Le manque de l'argent. Ah ouais? Ouais, enfin pas le manque, c'est-à-dire que moi, l'argent aujourd'hui, ça a toujours été, j'ai toujours travaillé, au début vécu au-dessus de mes moyens. Et pour moi, être en dette, ça me motivait. Tu vois l'idée? C'est que Hmm. j'avais 1000, je dépensais 1002 et ça me motivait à gagner 1002. Voilà. Et j'avais ce schéma un petit peu. Ça a amené quoi? Ça a amené un problème de valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai pris des coachs, des gars qui ont des grosses boîtes, etc. Ils m'ont dit, tu sous-valorises ton apport. Et ça, aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à passer ce cap-là. Euh, Même s'il y a des gens qui m'ont payé à un moment donné cher, enfin, un très très bon prix pour ce que je faisais, j'ai quand même du mal à, tu vois, je vais vendre des formations à 60 balles alors que ça en vaut 800, quoi. Tu vois, mais Je largement, pensais, je quoi. pensais à ça, ouais, la formation à 47, c'est vrai que c'est. Voilà. Et c'est un problème Ouais. que j'ai où je m'auto-sabote un peu sur ma valeur. Je sais pas si ça joue pas sur mon humilité et mon accessibilité. Euh, j'ai un côté un petit peu. Alors, je pense qu'on est riche que de ce que l'on donne. C'est vrai pour moi. Mais d'un autre côté, des fois, je vais voilà, me sous-évaluer par rapport à la valeur que je propose. Donc Ouais. ça impacte des fois mon temps, tu vois, ça a impacté mon temps. J'ai passé du temps avec des personnes en faisant du coaching gratuit ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est une question aussi de respecter son propre travail.
que de le valoriser à sa juste valeur. Mais il y a comme un truc à la con qui pourrait dire, ouais, mais si tu payes, si tu donnes les prix que voilà, tu vas péter plus haut que ton cul. Alors bon, des fois ça m'arrive de péter plus haut que mon cul, mais comme je suis pas très grand, ça va jamais très loin. Mais tu vois, il y a ce truc-là, quoi, de se dire, si je monte mes prix, je serai plus accessible. Voilà, je vais me la péter, quoi. Voilà, il y a peut-être ce truc-là. Quelle est l'habitude la plus importante dans ton quotidien? La lecture. La lecture. Mm. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? La joie chez les autres. Créer de la joie chez les Ouais, autres. quand je vois un sourire. Tu vois, Ok. quand je te vois sourire là, moi, voilà, ça me fait hyper plaisir. J'adore ça, j'adore le rire, j'adore faire rire, parce que je suis un extrême, un ancien, toujours timide, mais très 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 timide, et l'humour était pour moi une façon de, tu vois, de masquer ma timidité. Et j'adore la joie, j'adore le mouvement, j'adore un enfant qui rigole. Voilà, j'aime ça. Je trouve ça un sourire et bon, tu vois, un enfant sourit 400 fois par jour, un bébé, un adulte 20 fois par jour. Ah, putain, je savais pas ça. Ouais, et on connaît tous les impacts du sourire sur le système nerveux, sur la santé, etc., 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 etc. En Thaïlande, t'es au pays du sourire, non? La Thaïlande, c'est pas le pays du sourire? Ouais. Si, si. Après, ici, c'est un peu. C'est très culturel. Des fois, c'est pas des vrais sourires sincères, c'est de la face. Mais il y a aussi des vrais sourires sincères. Ouais, mais voilà, et donc moi, voir le rire chez les autres, ça me rend très heureux, en fait. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient en savoir plus sur toi? Sur mon site internet méthode-bchac.fr tout simplement. Méthode-du6bchac.fr. Voilà. Je mettrai le lien dans la description, t'inquiète, on pourra cliquer directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était vraiment un plaisir. Bah moi Et aussi, on a passé un temps incroyable. Ça fait 2 heures, j'ai rien vu passer. Mais c'était vraiment chouette. Ouais, Merci encore et à une prochaine. ouais, à une prochaine, Emilio. Alors, juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks, qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite, que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.